Bonjour à toutes et tous, salut Julo, salut Kyle, salut Mandini, salut Sergio, salut Walter, salut Volca, salut The Gentleman, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures de 17h à 19h, tous les jeudis désormais, pour jeter un œil à ce qui se trame dans les coulisses de l'actualité politique, économique, diplomatique, géostratégique, du web, de la tech et des idées aussi peut-être. 2 heures sur Twitch et sur TikTok, avec vous dans le chat pour mettre un métronome quand la musique s'emballe, pour claquer un coup de diapason quand l'orchestre dissonne, pour donner un coup de gant de crin à la raison quand dans le débat il y a un petit peu trop de passion. Ces 2 heures, on les fait avec vous dans le chat, vous posez vos questions, je les passe directement aux invités. C'est votre espace, vous avez le droit de tout dire, de tout penser. Il y a cependant 2 règles. La première, bien c'est la courtoisie et la bienveillance, service public oblige, mais je sais pouvoir compter sur vous et vos civilités. La seconde, c'est que votre question, elle commence par une majuscule, qu'elle se termine par un point, comme ça je vois que c'est une question. Au programme de ces 2 heures, la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme, puis un gouvernement que Sébastien Lecornu tarde à composer. Sébastien Lecornu qui prend son temps, consulte ici et là. Ce sera jusqu'à 18h, heure à laquelle nous sauterons bon pied bon oeil, coché devant, laqué derrière, dans un avion pour la Palestine. L'État de la Palestine, désormais reconnu devant les Nations Unies par la France, aux grandes dames d'Israël. Il n'y aura pas d'État palestinien, d'ores et déjà tranché le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Je dénoncerai ces dirigeants qui, au lieu de condamner les meurtriers, les violeurs, les brûleurs d'enfants, veulent leur accorder un État au cœur de la terre d'Israël. Ce sera jusqu'à 19h. Pour l'instant, il n'est jamais que 17h10, passé de 26 secondes. Pardon pour le retard. On a eu un petit retard à l'image, mais c'est réglé. Donc 17h10, passé 32 secondes à Paris, où le tonne a pris ses quartiers, feuilles mortes et grisailles en su, et où, à l'hôtel de Matignon, la résidence officielle du Premier ministre de la France, son locataire, Sébastien Lecornu, n'a certainement pas dû les voir tomber, les feuilles, tout occupé qu'est le Premier ministre depuis qu'il a été nommé à composer un gouvernement. Un agenda chargé et chahuté par l'actualité sociale, avec par exemple Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui veut faire monter le rapport de force jeudi prochain, date de la nouvelle mobilisation syndicale. Hier, les syndicats ont jugé infructueux les échanges avec le Premier ministre, et avec tout ça, toujours pas de gouvernement à l'horizon. D'horizon, il sera aussi question dans cette première partie, et déjà tout de suite, d'horizon rétréci, en tout cas, pour Nicolas Sarkozy, reconnu coupable ce midi d'association de malfaiteurs et condamné à 5 ans de prison ferme. Bonjour Virginie Leguet. Bonjour. Virginie, salut, t'es journaliste, éditorialiste politique à France Info TV. À tes côtés, Quentin Calmet. Salut Quentin. Bonjour Ludo. T'es journaliste parlementaire à Public Sénat. Bienvenue à tous les deux. 5 ans de prison pour Nicolas Sarkozy, condamné pour association de malfaiteurs par le tribunal correctionnel de Paris, avec exécution provisoire et mandat de dépôt différé. C'est inédit, c'est une condamnation qui a des conséquences juridiques, qui a des conséquences politiques. Mais on peut peut-être revenir sur le caractère peut-être d'abord inédit de cette condamnation, Virginie. Oui, parce qu'effectivement, il a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, mais relaxé des faits de corruption et financement illégal, de campagne électorale et de recel de blanchiment. Donc, qui me paraissait, moi, être des inculpations beaucoup plus graves que l'association de malfaiteurs. Et la juridiction a décidé d'assortir ces 5 ans de prison d'exécution provisoire. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, Nicolas Sarkozy ira en prison dans un délai de 4 mois. D'ailleurs, il connaît déjà la date de sa convocation devant le PNF. Il ira le 13 octobre devant le PNF et il connaîtra la date de son incarcération, qui doit être effective dans les 4 mois qui partent à partir de maintenant. Donc, le verdict est extrêmement sévère parce que c'est la première fois qu'un ancien président de la République ira derrière les barreaux d'une prison et que peut-être il y aura des images où on le verra aller vers la prison, et c'est peut-être ça que la justice voulait. Et moi, je ne vous cache pas que je ne vois pas tellement bien le lien entre l'association de malfaiteurs et le fait qu'ils doivent immédiatement aller en prison, même s'il forme appel. Il a d'ailleurs déjà formé appel, et quelle que soit l'issue de cet appel, ça me paraît d'une sévérité que j'ai du mal à concevoir, en dehors des cris d'orfraie que j'entends ici ou là sur c'est un homme qu'on veut abattre. J'ai compris que les juges disaient qu'ils brisaient le lien de confiance entre la politique et les citoyens. J'ai compris qu'ils disaient que c'était des faits d'une gravité exceptionnelle, mais j'ai aussi entendu qu'ils disaient qu'il manquait de preuves. Donc là, moi, la citoyenne que je suis, je ne suis pas juriste, reste un petit peu circonspecte, pour ne pas dire plus, devant cette décision. Alors on parle de verdict plutôt pour les cours d'assises. Là, c'est plutôt une décision. Parce que c'est pas un crime, c'est un délit. Une décision, surtout qu'il y a appel. Bon, enfin, c'est une décision. Quentin Calmet. Oui, je rejoins Virginie sur ce décalage entre ces 2 points. Il n'y a pas la démonstration que les fonds libyens sont bien allés dans la campagne de 2007. C'est ce qu'a dit la juge tout à l'heure à l'énoncé du jugement. Et en même temps, la présidente du tribunal qui a parlé de faits reprochés d'une gravité exceptionnelle, c'est exactement les termes que tu as employés, et de nature à altérer la confiance des citoyens. Ça fait une espèce
espèce d'oxymore, enfin voilà, une espèce de paradoxe à dire on n'est pas sûr qu'en fait les fonds libyens soient bien allés jusque dans la campagne, mais en revanche c'est d'une gravité exceptionnelle. On comprend que ces phrases elles sont presque antinomiques. Ensuite sur le fait qu'il y ait une exécution provisoire, là en revanche s'il y a bien dans les affaires de corruption quelque chose qu'on a compris ces derniers mois avec la condamnation de Marine Le Pen, c'est que maintenant le juge doit condamner avec exécution provisoire et que s'il ne veut pas qu'il y ait cette exécution provisoire, il faut alors qu'il l'explique et que la norme c'est qu'il y ait exécution provisoire et que l'exception c'est qu'il n'y ait pas exécution provisoire. Donc ça c'est depuis la loi Sapin 2. Voilà, peut-être que les parlementaires, notamment à droite, qui sont très mécontents de ce jugement ce soir, vont peut-être demander à changer la loi, à ce qu'il n'y ait plus cette exécution provisoire dans les affaires de... qu'ils ont eux-mêmes voté. Voilà, sauf que c'est donc, je pense que ça, le chat, il sera très attentif, c'est que c'est bien les législateurs et pas les juges, c'est bien les politiques et les parlementaires qui ont mis dans la loi qu'il y aurait cette exécution provisoire dans les affaires de corruption. Donc ça va aussi battre en brèche... Mais il n'est pas inculpé de corruption, il est inculpé d'association de malfaiteurs. C'est ça que j'ai du mal, moi, à comprendre. Alors tout de suite, quand même... pour... Ça revient à des affaires de corruption. Ça oui, revient. Alors, parce que dans le chat, tout de suite, et c'est bien que vous nous écoutiez, donc dans le chat, question pour France Info, c'est Le Guignard enchaîné qui la pose, et on va faire œuvre de transparence. C'est je ne suis pas juriste, mais... qui nous cite. Donc, pourquoi vous invitez des gens comme ça sur le plateau? Alors, je vous dois peut-être quelques explications. Une journaliste, simplement, qui est une journaliste politique et qui n'est pas juriste et qui a l'humilité de le reconnaître, tout simplement. Parce moi, je ne pensais pas ouvrir avec la condamnation de Nicolas Sarkozy. On ne s'attendait pas à une peine aussi lourde. C'est inédit. C'est la première fois qu'on condamne un président de la République à de la prison. Voilà, donc on va reparler de droit dans un prochain stream, la semaine prochaine certainement. Et là, on fera venir effectivement des pénalistes pour décortiquer un peu ça. Ça relève de la doctrine du droit. Mais ça ne nous empêche pas de parler de politique, parce que ça a des conséquences politiques aussi. Oui, alors déjà, on voit qu'il y a des parlementaires, donc, comme je disais, qui veulent faire des propositions de loi pour revenir sur cette exécution provisoire qui est pour l'instant, ce qui politiquement fait le plus, qui fait le plus débat et ce qui fait le plus réagir la classe politique, Marine Le Pen, s'est immédiatement fendue d'un tweet en disant qu'elle aussi, qui avait subi cette exécution provisoire et qui attend maintenant l'appel, mais qui est donc déjà, qui est condamnée à de l'inéligibilité depuis mars dernier. Elle est dans cette situation, elle subit cette inéligibilité. C'est pas de la prison, hein. Oui, mais voilà, elle s'est dépêchée de dire qu'il fallait revenir sur cette exécution provisoire. Donc des parlementaires qui vont faire des propositions de loi et d'autres qui, comme François-Xavier Bellamy, parlent d'une justice politique, d'un jugement politique et qui se permettent de critiquer une décision de justice, ce qui normalement ne se fait pas. La séparation des pouvoirs veut qu'en France, les politiques, encore plus les parlementaires, n'interfèrent pas dans le domaine de la justice, ne commandent pas les décisions de justice. Et donc là, on voit qu'il y a ce qui se joue maintenant politiquement. Ouais. Il y a Volca qui s'est amusé à reprendre Salut Volca, dans le chat, qui s'amusait à reprendre des déclarations de Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy en 2015, je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Voilà, Nicolas Sarkozy en 2016, Volca toujours, merci Volca. Après 3 condamnations pour des crimes et des délits, la peine sera majorée de 25%, puis de 50% après 5 condamnations. Merci Volca, continue à faire cet inventaire. Nicolas Sarkozy, c'était encore une figure un peu tutélaire pour la droite, de moins en moins, mais quand même, qui existe toujours. C'est le dernier président de droite de la famille LR, en tout cas UMP, qui était à l'Élysée. Donc oui, ça reste une parole. En plus, je pense qu'il est populaire auprès de beaucoup d'électeurs, peut-être de la génération qui a pu voter pour lui. Il reste une figure tutélaire et encore une fois, la dernière fois que la droite a été au pouvoir véritablement. Ouais. Oui, je voulais juste rajouter que Nicolas Sarkozy a effectivement été définitivement condamné dans l'affaire des écoutes, dite affaire Bismuth, qu'il a porté un bracelet électronique jusqu'à ce que ses avocats invoquent le fait qu'il ait plus de 70 ans et qu'il fallait, et donc il ne porte plus son bracelet électronique, mais il est déjà définitivement condamné. Et en ce qui concerne l'affaire Big Malion, il ira en cour de cassation le 8 octobre, donc son calendrier judiciaire est effectivement très serré dans les semaines qui viennent. Oui. C'est-à-dire que le 8 octobre, on saura si la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation, elle ne rejuge pas. Elle dit si toute la démarche judiciaire s'est bien passée entre le premier procès et l'appel. Et donc, elle peut ensuite décider de casser un jugement qui a été... La règle de droit n'a pas été respectée. Voilà, exactement. Elle juge sur la forme et pas sur le fond. Oui, et donc effectivement, on se dit au mois d'octobre tendu, puisque 8 octobre, décision de la Cour de cassation, et rendez-vous le 13, tu le disais Virginie, pour ensuite, a priori, être incarcéré. À voir, parce que l'AFP
Juppé le disait aussi, il a 70 ans, ses avocats peuvent demander à ce qu'il ne soit pas incarcéré, qu'il y ait un aménagement de peine. Sachant que c'est ce qu'il avait eu donc, quand il a été condamné à 3 ans, il a porté un bracelet électronique. Là, c'est 5, donc on se dit s'il y a une gradation, peut-être que cet aménagement de peine sera plus difficile à accepter de la part des juges. Donc voilà, ça c'est des questions qui restent encore en suspens. Est-ce que les Républicains vont être éclaboussés par cette condamnation ? Ou est-ce que finalement Nicolas Sarkozy était devenu ne restait qu'un satellite maintenant ? Moi, je dirais quand même que c'est le pays tout entier qui va être éclaboussé, qu'un ancien président de la République se retrouve déjà condamné, et là, de nouveau, en tout cas avec une décision extrêmement sévère, et peut-être derrière les barreaux d'une prison d'ici quelques semaines. Je trouve que c'est une image tout à fait déplorable pour notre pays et pour les citoyens que nous sommes. C'est la première fois de l'histoire de la Ve République que ça se produit. C'est pas rien de le dire, et ça sera pas rien de le voir si ça se produit, si effectivement il va en prison et s'il bénéficie pas, comme le dit Quentin, d'un aménagement de peine en raison de son âge. Oui, je vais dire un peu prendre le contre-pied de ce que tu dis pour les associations anticorruption qui étaient partie civile, Anticor, Sherpa, Transparency International. Eux, ils sont extrêmement heureux. Ils parlent d'une condamnation historique et inédite. Ce jugement historique marque une étape essentielle dans la lutte contre la corruption. On voit un signal fort contre l'impunité. Donc ces 3 associations qui ont mandat à porter devant la justice des affaires de corruption quand elles éclaboussent comme ça des personnalités publiques, et qui elles sont très contentes que la justice aille aussi loin, qu'elle n'ait pas eu peur de tout ce qu'il y a autour comme symbolique, et qui est peut-être fait du droit a priori. Tout en carton dit dans le chat, s'il avait respecté la loi, Nicolas Sarkozy, donc peut-être que l'image du pays n'aurait pas été abîmée. Bandini, qui fiellement dit « Je tiens à féliciter pour son nouveau quinquennat Monsieur Sarkozy », c'est pas très gentil. Valeur anarchiste qui dit un avis sur le 2 poids 2 mesures entre un citoyen coupable et qui lui va en prison, et un politique ou une certaine classe trouve ça extraordinaire qu'il fasse de la prison. C'est plutôt bien pour la démocratie. Et Kyle, salut Kyle, en même temps, la place des truands, c'est en prison, nous. Je vois pas ce que viendrait faire dans un verdict que le gars était président ou pas président. Nicolas Sarkozy, lui... J'ai rien dit de tel, pardon, je pense que si vous avez écouté attentivement, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, mais j'ai pas du tout dit ça. C'était un verbatim de J'ai dit que chat. c'était déplorable pour l'image que ça renvoyait de notre pays d'avoir un ancien chef de l'État qui risque de se retrouver derrière les barreaux. Oui, je trouve ça déplorable pour le pays et mais pour du coup, nous. Les juges n'auraient pas dû condamner pareil ? Ah non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que ça a des conséquences sur nous-mêmes et sur l'image de notre pays dans le monde. Donc tu le regrettes ? Ah ben je le constate. Non, je ne le regrette pas du tout. Et je ne dis pas du tout que d'avoir été président de la République soit une circonstance atténuante. Je pense même que c'est une circonstance aggravante et que ça l'aurait obligé à respecter scrupuleusement les règles de financement de sa campagne électorale, parce que c'est ça dont il s'agit. Le financement de sa campagne électorale. Nicolas Sarkozy, dans la foulée, qui annonce qu'il va faire appel et qui dénonce une condamnation d'une extrême gravité pour l'état de droit. Est-ce que c'est d'une extrême gravité pour l'état de droit ? C'est plutôt peut-être un pénaliste qui nous répondra. Je sais pas, j'ai entendu Alain Jakubowicz dire que ça n'allait pas dans le sens de l'état de droit. Alain Jakubowicz est un avocat, mais là, moi, j'avoue que je ne suis pas compétente pour savoir si vraiment l'état de droit est bafoué ou si l'état de droit, justement, est respecté. Je ne sais pas très bien comment le dire. Oui, alors moi, j'ai peut-être une réponse. En tout cas, il y a des parlementaires qui regrettent le fait que, désormais, les juges auraient trop de pouvoir dans cet équilibre constitutionnel entre l'exécutif, les juges et les différents pouvoirs en France et le Parlement. Et ce serait visiblement, enfin c'est comme ça que les parlementaires de droite vont critiquer cette décision, ce jugement, mais de dire que les trois pouvoirs doivent être séparés et que visiblement là il y aurait un pouvoir qui prendrait le pas sur l'exécutif, le pouvoir judiciaire. C'est là, en tout cas, ce que nous dit ce soir de la droite, un sénateur de droite. Critique la justice. Les amis, faute de compétences particulières en droit pénal, est-ce que nous, très avec beaucoup d'humilité, est-ce que nous filerons pas à Matignon, où Sébastien Lecornu poursuit ses consultations, où vous avez encore des choses à dire sur Nicolas Sarkozy? Non, je voulais simplement dire une chose. On peut prendre le temps. Il me semble avoir lu dans le jugement que la justice a considéré ne pas avoir de preuve que ce financement électoral était manifeste. Et c'est d'où mon interrogation. Quand on n'a pas de preuve et qu'on a peut-être une intime conviction et qu'on a peut-être des faisceaux concordants, mais pas de preuve, est-ce qu'on peut réellement considérer que celui qui bénéficie de cette décision, enfin qui écope de cette décision, doit immédiatement aller en prison, quelle que soit l'issue de son appel? Je ne sais pas. Franchement, là, vraiment, je le dis en toute humilité, je m'interroge réellement.
Alors, ce que j'ai pu lire de plus clair, moi, aujourd'hui, parce que je n'étais pas au délibéré qui a duré 3 heures et j'étais pas aux 3 mois de procès au début de l'année et je n'ai pas suivi l'affaire depuis 2011, mais Claude Guéant et Brice Hortefeux sont condamnés respectivement à 6 ans et 2 ans. Les deux hommes sont reconnus coupables d'avoir mené des discussions avec la Libye de Muammar Kadhafi dans le but d'obtenir un financement occulte de la campagne présidentielle de 2007. La preuve d'un tel financement n'a pas été établie dans la procédure, mais l'avoir préparé suffit à caractériser le délit d'association de malfaiteurs. Et selon le jugement, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas l'ignorer, étant donné sa proximité avec ses 2 collaborateurs et amis. C'est comme ça le déroulé de la présidente, le raisonnement de la justice dans cette affaire. Claude Guéant a été condamné à 6 ans, mais il a aussi été inculpé du délit non seulement d'association de malfaiteurs, mais de corruption passive et de faux, ce qui est, me semble-t-il, un peu plus grave. Et il a effectivement écopé de 6 ans. Quant à Brice Hortefeux, il a occupé de 2 ans pour la seule inculpation d'association de malfaiteurs. Voilà. Donc selon la justice, même si Nicolas Sarkozy n'est pas reconnu de tous les faits que tu as rappelé au début, c'est-à-dire la corruption passive, le financement illégal de campagne ou encore le recel de fonds publics libyens, il est bien condamné pour l'association de malfaiteurs parce qu'il ne pouvait pas ignorer ce que faisaient ses 2 plus proches collaborateurs. Oui, et qu'il les aurait, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, laissé faire. Voilà. Nous, on est content que la justice mette qu'un délinquant est en prison, dit Valeurs anarchistes. Et 93 dit les gens qui disent que le judiciaire est trop puissant s'attaquent à l'état de droit. 17h25, 18 secondes. Allez, on file à Matignon. Sébastien Lecornu qui poursuit ses consultations, ses négociations et qui se montre finalement assez peu. Ça fait 2 semaines qu'il est à Matignon. Il n'est jamais intervenu à la télé. On l'attendait dans une interview diffusée ce soir au Parisien. Il se trouve que la rédaction du Parisien est en grève, donc l'interview ne va pas sortir. Raté. Est-ce que c'est la bonne méthode ? On voit Sébastien Lecornu, Premier ministre, qui préfère visiblement s'assurer que son gouvernement, son futur gouvernement, aura un avenir. Donc il va prendre son temps. Il semble qu'il va vraiment prendre son temps. Moi, j'avais un petit, pas un coup de gueule, mais voilà, quand même, je trouve que ça dit quelque chose, ces 2 premières semaines, ces 15 premiers jours, d'un rapport à la presse qui va être peut-être problématique. J'ai 2 exemples. Il a fait une grande interview à la presse locale, et ça c'est très bien, on peut que le saluer. Mais il a, dès le lendemain, lors d'un déplacement sur le thème de la santé, demandé très rapidement à ce que le pool image et les journalistes présents sur place soient exfiltrés de la rencontre, en disant on se parlera mieux avec les professionnels de santé qu'il rencontrait s'il n'y a pas de journaliste dans la pièce. Donc très rapidement, après le tour de table et une présentation très sommaire, demander à la presse de sortir. Et deuxième chose qui me gêne, toutes les consultations qu'il mène à Matignon, que ce soit avec les partis politiques ou avec les partenaires sociaux, se font avec la cour de Matignon fermée. C'est quoi ? Ça veut dire que Matignon, porte close, les gendarmes devant et les journalistes dans la rue, vraiment sur le trottoir, et avec en plus des gendarmes qui vous demandent de ne pas gêner la circulation des voitures et des passants. Donc des journalistes qui font mal leur travail, qui doivent faire des micros tendus avec parfois les voitures qui passent, les passants qui veulent aussi passer. Ça donne un sentiment, alors certes qu'il veut être dans la maîtrise totale de son expression, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune fuite, il veut être dans la maîtrise totale de sa parole publique, et ça on le comprend parce qu'il est dans une situation qui est très critique politiquement, mais ça dit aussi une méfiance et un rapport à la presse qui va être tendu, des frictions et un contrôle de la parole où on va laisser de garder le plus possible les journalistes le plus loin possible, et ça c'est un peu compliqué ensuite de faire notre travail correctement. Emmanuel Macron avait déjà un petit peu donné le là. Oui, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien sur ce genre de sujet. Emmanuel Macron aime beaucoup la discrétion dans les médias de Sébastien Lecornu, le fait que, après il était aux armées, les armées, il y a le secret défense. C'est ça la grande muette. Voilà, et on communique assez peu quand on est ministre des armées, ministre de la défense, ça c'est intrinsèque à la fonction. Mais Emmanuel Macron aimait le fait que même sur les petites anecdotes politiques, rien ne filtrait de tous les apéros, les dîners qu'il pouvait avoir entre Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron. Ça lui plaisait bien, cette distance avec les médias. Virginie. Oui, Dieu sait si je suis attachée à la liberté de la presse et au libre exercice du métier de journaliste, métier que je pratique depuis fort longtemps. En l'occurrence, là, il s'agit de négociations avec les partenaires sociaux, les partis politiques et le patronat qu'il a reçu quasiment en boucle depuis qu'il est arrivé à Matignon le 9 septembre, si mes souvenirs sont exacts. Des négociations dont il a demandé qu'elles soient tenues porte fermée, micro éteint, et dont il a demandé à tous les participants de ne rien divulguer tant qu'elles ne seraient pas conclues
conclu. Moi, ça ne me choque pas que, étant donné qu'il impose ce silence à ceux-là même qui font partie des négociations, il demande aux journalistes de ne pas s'approcher trop et de ne pas regarder de trop près pour ne pas peut-être que certains se laissent aller à avoir une petite phrase ou un petit commentaire qui serait malvenu ou qui risquerait même de faire échouer ces négociations. Pour le reste, je suis extrêmement sceptique sur l'issue de ces négociations. Je trouve d'abord que ça dure depuis maintenant 15 jours et qu'on n'entend rien depuis 15 jours, à part des lâchers de décisions sur les avantages à vie des premiers ministres, sur la suppression des 2 jours fériés, sur le nettoyage des différents opérateurs de l'État et sur peut-être les dépenses de communication de l'État. Bon, tout ça, ça dit que il estime que l'exécutif doit avoir un devoir d'exemplarité. C'est très bien, c'est très sympathique, mais les délais et les dates du budget, de l'examen du budget sont incompressibles. Alors, elles se rapprochent. La session parlementaire s'ouvre la semaine prochaine. Il faut envoyer au Conseil d'État dès maintenant, dès demain. Oui. La première est pure du budget. Et puis après, au Conseil des finances publiques. Et puis après, au Conseil des ministres. Il faut que ça aille au Conseil des ministres et que ça arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, le 13 octobre au plus tard. Donc là, vraiment, au plus tard. Donc là, vraiment, on se rapproche du délai. Et je me demande si, en plus, ce silence imposé à tous ne finit pas par se retourner contre lui. C'est-à-dire que, d'abord, on sent l'exaspération monter chez ceux avec lesquels il négocie. Et puis, on sent surtout que tout le monde s'impatiente et qu'ils aimeraient bien avoir une copie. Alors, pour l'instant, Sébastien Lecornu dit à tout le monde, attendez, je consulte, je reconsulte, je surconsulte. Hier soir, il a demandé aux partenaires sociaux de revenir à la table des négociations après avoir entendu qu'ils ne cachaient pas leur très forte déception des rencontres du matin. Est-ce que là, il y a un signe de fébrilité? Est-ce qu'il y a un signe d'inquiétude? Je note en tout cas que là, voilà, il avait décidé, comme tu l'as rappelé, de donner un long interview au Parisien qui ne va pas paraître puisque le Parisien est en grève. Donc, il a quand même décidé de sortir de ce silence, peut-être parce qu'il sent qu'il y a quelque chose dans ce système qu'il pensait avoir bien verrouillé qui est en train de lui échapper et surtout qu'il n'a plus beaucoup de temps devant lui. Dernière observation, et je me tais, pardon Quentin, oui, je dirais que pour la première fois, et c'est peut-être un bien, on se rend compte que nommer un gouvernement, bon pour l'instant tout le gouvernement, à part le Premier ministre qui a succédé à François Bayrou, est démissionnaire, mais nommer un gouvernement ne fait pas partie de ses priorités. Ce qui fait partie de ses priorités, c'est trouver un accord autour de ce budget pour essayer qu'il soit voté d'ici la fin de l'année. Je rappelle qu'il faut 70 jours de discussion pour que le budget soit totalement discuté et voté par les 2 assemblées. Donc, il signifie très clairement qu'une fois que cet accord sera trouvé, il nommera un gouvernement, mais que ce n'est pas une priorité. C'est tout à fait nouveau dans le fonctionnement de nos institutions. Entièrement d'accord. Et d'ailleurs, même nous, on ne cherche pas à travailler sur la question du qui. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt politiquement. On se rend très bien compte qu'il y aura sans doute le même étiage que ce qui est sortant, c'est-à-dire une coalition centre avec quelques LR, mais beaucoup plus quelle sera l'équation budgétaire. Ce sera le premier dossier, peut-être le seul sur lequel il va pouvoir commencer à véritablement travailler. Et là, on voit que l'équation, elle est insoluble, même rien que de la poser, de l'écrire, ça semble impossible. La résoudre, ce sera encore autre chose, mais rien que les termes de l'équation, tout le monde n'a pas la même définition de ce que veut dire un texte Zuckman, tout le monde n'a pas la même définition de ce que veut dire une réforme des collectivités locales. Et on voit qu'au sein même du bloc central, qui devrait être l'assise première de Sébastien Lecornu, il y a des divergences. Les LR qui commencent à mettre déjà des lignes rouges sur la taxe Zuckman, par exemple. Il y a aussi, au sein du bloc central, on sent des tensions au sein même de l'alliance Modem, Renaissance. Et à cette alliance du bloc central qui est déjà pas très stable, ils essayent absolument d'arrimer les socialistes. Et là, on se dit... impossible. Comment voulez-vous mettre dans la même équation des choses qui feront plaisir à des socialistes et aux LR qui, dans l'histoire de la politique française, sont les deux partis qui alternent au pouvoir. C'est-à-dire que la seule façon de sortir de l'impasse, ce serait de mettre dans ce même bateau les 2 forces politiques qui, historiquement, ont alterné au pouvoir depuis la création de la 5e République. Jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Oui. C'est parfaitement mais qui maintenant, avec la composition actuelle de l'Assemblée nationale, et on l'a bien compris depuis 2024, c'est ce bloc central qui doit chercher à arrimer à lui les oppositions, sinon il est renversé. Et donc l'équation maintenant, je pense qu'on l'a bien comprise. Depuis Barnier avec Bayrou, on a eu le test
test, ensuite le crash test, ensuite le re-crash test. Voilà, on l'a compris. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils disent quelque chose d'un mot de cette équation, d'un bout de la fiscalité, des recettes, des dépenses, et à chaque fois risquer de fermer la porte à un groupe politique. Oui, trop de prudence tue la prudence. Et là, je pense qu'il est allé jusqu'au bout de l'exercice dont il avait lui-même fixé les règles. Cet exercice-là est en train de lui échapper et d'exploser. J'ajouterai une dernière chose. Je pense que Sébastien Lecornu est soumis à des injonctions extrêmement contradictoires, bien sûr, entre le patronat, les représentants syndicaux et la classe politique, mais y compris d'Emmanuel Macron qui lui dit, sans le reconnaître officiellement, surtout ne touche pas à mon bilan, ne touche pas à mes acquis, qui sont d'ailleurs pas si nombreux, et que Sébastien Lecornu sera peut-être, bien qu'étant très proche du chef de l'État, le premier à être obligé de lui dire, ben là, il va falloir lâcher. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de taxe Zuckman, il y aura probablement un impôt pour les riches qui sera, je ne sais pas comment il s'appellera, on entend même d'ailleurs certaines voix à l'intérieur du bloc central dire, oui, bon, il va peut-être falloir revenir à une forme d'ISF ou à une forme de je ne sais pas quoi, et que ça, c'est exactement ce que ne voulait pas Emmanuel Macron. Et le paradoxe de la situation qu'il a d'ailleurs lui-même créée avec cette dissolution folle, c'est que là, il va être obligé de lâcher quelque chose, parce que, comme le disait Quentin, le Parti socialiste, qui ne paraît pas très chaud d'ailleurs à l'idée d'un ralliement, mais ne pourra le faire que si il a vraiment décroché quelque chose d'extrêmement visible, et s'il peut dire à ses électeurs et au-delà aux Français, ah, regardez ce qu'on a obtenu, tellement on a bien négocié, et ce qu'on a obtenu, c'est pour vous tous et c'est super. Mais pour ça, il faut que le décrochage soit vraiment très visible. Oui. D'ailleurs, Sébastien Lecornu avait semblé aller dans ce sens en parlant de rupture, ce qui avait vraiment surpris beaucoup de monde, puisqu'on disait que c'était le clone de Emmanuel Macron sur la personnalité et politiquement, et qu'il avait choisi le président de la République, un de ses plus proches, un de ceux dont il avait le plus d'affection pour aller à Matignon. D'ailleurs, avant que François Bayrou mette le pied dans la porte, c'était à lui qu'il pensait l'année dernière, après l'échec de Michel Barnier. Donc là, il y avait cette idée de rupture, sauf que on voit mal effectivement comment un Premier ministre qui est le plus proche des plus proches pourrait faire ce que d'autres qui étaient moins proches et qui avaient essayé de le dire au chef de l'État n'ont pas réussi à faire, Michel Barnier ou François Bayrou. Et effectivement, revenir sur la politique de l'offre, est-ce que ça, l'Élysée laissera faire? Alors, depuis une semaine, 2 semaines, on dit l'Élysée va laisser des marges de manœuvre, ne pas trancher à la place du Premier ministre, mais donc toujours avec ce paradoxe. Et aussi, pour aller dans le sens de ce que tu disais, Virginie, c'est l'expression de Sophie Binet, chat qui craint l'eau froide, chat qui craint l'eau froide. On a eu l'exemple de Michel Barnier et de François Bayrou pour comprendre ce qui se passait politiquement. Donc on ne pourra pas refaire le coup du conclave des retraites aux partenaires sociaux, même si à un moment Sébastien Lecornu l'a même dit, on va relancer le conclave immédiatement. Même la CFDT a dit hors de question, alors que c'était parmi les plus négociateurs. Ils ont dit on ne retournera pas dans un conclave. On a très bien compris que c'était le MEDEF qui nous avait empêché d'aller à un accord. Donc maintenant, c'est au gouvernement de trancher, on le dit depuis le mois de juin. Et pareil pour le Parti socialiste, qui avait dit banco, on ne censure pas parce qu'il y a ce conclave et donc des avancées probables dans la réforme des retraites. Ah ben non, vous n'allez pas nous refaire le coup de nous donner des mesurettes pour gagner du temps ou de relancer des débats sur des débats sociaux. Nous, on veut du concret. En mettant, et du coup maintenant il charge encore plus la barque parce qu'il y a eu ces 9 mois de Bayrou, on a eu le temps de bien se chauffer, c'est le cas de le dire, et donc nous ce sera taxe Zuckman, augmentation des salaires, mesures de justice fiscale, des mesures pour les collectivités locales, et vous demandez à chaque cadre socialiste, il vous rajoute dans le panier les doléances, quoi. Oui, la liste des courses s'allonge et le panier final va être de plus en plus cher, et je dois dire que les 9 mois de François Bayrou n'ont fait que rendre le climat un peu plus délétère, et surtout que le Parti socialiste qui s'est fait complètement rouler dans la farine dans cette histoire de conclave, parce que je rappelle qu'au départ, François Bayrou leur avait dit tous les sujets sont sur la table, il n'y a pas de tabou, vous pourrez même discuter de la mesure d'âge. Et puis à peine avait-il lui-même échappé à la censure, il a dit ah non, attendez, j'ai oublié de vous dire, la mesure d'âge c'est non, le reste c'est oui. Autrement dit, ils se sont fait vraiment avoir, et je crois qu'ils en ont gros sur la patate, si je peux utiliser cette expression, et que là par contre ils veulent une copie claire et une copie nette. Et je dirais une dernière chose, bien sûr il y aura
à mon avis, on n'y coupera pas un impôt pour les riches. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra, quel riche ça concernera, jusqu'à où la richesse sera considérée riche. Mais il y aura ça, personne n'y coupera. Mais il y aura aussi probablement un aménagement. Je ne pense pas qu'il y aura d'abrogation. Ça, pour le coup, ce sera trop difficile à lâcher. Mais il y aura un aménagement de la réforme des retraites. Est-ce que la pénibilité rentrera dans la réforme des retraites? Est-ce que elle sera, les aménagements qui seront introduits seront suffisants pour que les partenaires sociaux l'acceptent? Mais sur ces deux points-là, qui sont... Parce que je rappelle que c'est Emmanuel Macron qui avait supprimé l'ISF et c'est Emmanuel Macron qui a fait voter dans la douleur la réforme des retraites. Sur ces deux points-là, il va falloir qu'il lâche. Dans le chat, Volca dit de toute façon, il va se faire censurer. Alors je vous propose qu'on en parle dans une C'est minute. possible. Parce qu'il y a une petite question très précise de Perceval. Peut-être pour toi, Quentin. L'ouverture de la session ordinaire, est-ce que ça n'oblige pas le Premier ministre à nommer un gouvernement comme une sorte de date limite? Non, d'ailleurs, on lisait dans la presse qu'il n'y avait pas non plus d'obligation d'un discours ou d'une déclaration de politique générale, ce que pourtant tous les premiers ministres ont fait depuis la 5e lorsqu'ils arrivent à Matignon. C'est une tradition. Oui, un discours, mais donc on a vérifié dans les textes constitutionnels, il n'y a pas d'obligation de le faire, même si c'est ce moment où normalement les oppositions vont se compter, déposer une motion de censure quand il y a des lignes rouges dans la DPG, comme on dit, la déclaration de politique générale. Mais donc là, il y aura peut-être pas forcément de gouvernement, pas forcément non plus donc de déclaration, mais peut-être déjà une motion de censure, puisque la France Insoumise a écrit cette motion de censure, l'a transmise à tous les partenaires de gauche pour qu'ils la signent. Le PS ayant dit, pour l'instant, on attend encore un peu pour la signer, mais le texte est prêt pour la LFI. Virginie, elle a des chances ou des risques de prospérer, cette motion? Je dirais qu'une motion d'emblée ne passera pas, mais qu'une motion pourrait intervenir très vite si la copie est trop difficile à avaler pour le Parti socialiste et la discussion pourrait effectivement tourner assez vite court. Mais est-ce que d'emblée, avant même que la première ligne, la première syllabe, la première consonne soit même discutée, ça me paraît un peu difficile. Je sais bien que LFI mise beaucoup, mais LFI veut surtout marquer le coup en disant, nous, de toute façon, pour nous, la page Lecornu est tournée, on veut aller à la suite. Et si j'ai le temps... Elle a même à la destitution. Oui, à la destitution ou à la dissolution. Et si j'ai le temps de dire un mot sur la dissolution, ce qui complique un peu la donne, me semble-t-il, depuis quelques heures, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites en interne par le Parti socialiste et même par LR, qui donnent finalement des résultats pas si mauvais pour le Parti socialiste et pas si mauvais pour LR. Ce qui veut dire que l'un et l'autre ne craignent pas autant que ce qu'on pourrait imaginer une éventuelle nouvelle dissolution et sont prêts, et particulièrement le Parti socialiste, à aller au clash et à provoquer une dissolution. Parce que je dois le dire quand même que là, on a eu Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu. Si Sébastien Lecornu devait être renversé, je ne vois pas tellement quelle autre option il resterait à Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, là, il est un peu au volant d'une voiture avec la dernière station essence avant le désert. S'il loupe cette station essence, s'il n'aide pas Sébastien Lecornu à lâcher ce qu'il faut lâcher pour obtenir, sinon un accord, du moins une abstention du Parti socialiste, je vois mal comment il pourrait faire l'économie d'une dissolution. Oui. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Virginie, et je rajouterais... J'aime bien cet entente si cordiale. Oui, je me félicite de la qualité de mes invités. Alors que je dois dire, nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas amis dans la vie. Je veux dire, à nos amis sournois et suspicieux. Virginie et Quentin ne se fréquentent pas à la ville. Voilà. Nous nous sommes vus pour la première fois il y a 5 minutes dans le couloir. Et pour rajouter, il y a le même... Il passe des choses merveilleuses. Sur la motion de censure, de ce qu'on comprend de la part des parlementaires RN, eux aussi pourraient ne pas souhaiter immédiatement censurer dès la déclaration de politique générale, ce qui donc fait encore baisser le nombre à atteindre 289 pour faire tomber un gouvernement immédiatement. Et aussi, je rajouterai une dernière chose, c'est qu'on est maintenant à 6 mois des élections municipales et que ça rentre forcément en ligne de mire aussi pour les partis. S'ils sont trop complaisants avec le pouvoir, comment est-ce que vous faites ensuite campagne en essayant de faire élire un candidat de votre bord politique alors que vous avez sauvé la Macronie 6 mois plus tôt? Donc ça rentre aussi en ligne de mire. C'est pour ça que François Bayrou a aussi fait perdre du temps et que les socialistes peut-être auraient pu toper parce que les municipales étaient loin et qu'il y avait cette volonté d'avoir des avancées pour le pays, etc. Mais maintenant on est à une telle proximité de l'échéance électorale que ça radicalise forcément la base, les militants et donc ensuite forcément les cadres et les élus. Oui, et puis je dirais un mot sur le PS. Le PS effectivement joue assez gros pour ses municipales. S'il a sur le dos la France Insoumise, les écolos
écolos et les communistes qui ne diront qu'une chose, on va les battre quoi qu'il arrive parce qu'ils ont été beaucoup trop complaisants avec le gouvernement de Sébastien Lecornu, ça serait une véritable menace pour eux, quoi qu'ils en disent. Donc effectivement, il y a un rapport de force qui est hors budget, mais qui va compter dans ce qu'ils vont décider à propos de ce budget. Sébastien Lecornu planche sur son budget, il annonce aussi des mesures immédiates, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on les a survolées, il suspend toute nouvelle dépense de communication dans les ministères et les agences de l'État jusqu'à la fin de l'année 2025. Il était revenu sur les privilèges extravagants, attendus dans la presse, des anciens ministres. C'est de la com, tout ça, c'est pour tenter de créer un lien avec les Français tout de suite, pour les accrocher sur quelque chose d'assez concret. En tout cas, c'est des choses qui sont assez grand public, effectivement. Pour parler au cœur des Français, quoi. En tout cas, les Français disaient toujours pourquoi nous demander des efforts si vous n'en faites pas vous-même. Donc là, Sébastien Lecornu fait preuve de bonne volonté en leur lâchant des choses qu'après tout... Ça ne mange pas de pain. Non, mais qui effectivement sont vraiment tout à fait surprenantes. Pourquoi tous les anciens ministres avaient ces avantages à vie? Je rappelle que la mesure sera effective à partir du 1er janvier 2026. Donc pour les autres? Non, mais ça y est, pour tous ceux qui sont anciens ministres aujourd'hui qui bénéficient des avantages, ça s'arrêtera au 1er janvier 2026. Donc oui, ce sont des gestes, de même que nettoyer l'appareil de l'État, les opérateurs de l'État qui sont extrêmement nombreux et qui parfois doublonnent et triplonnent. C'est une bonne idée. D'ailleurs, il y a déjà certaines suppressions qui se font d'ores et déjà. Ça, on en est qu'au tout début. Hein. Oui, c'est ça. Ce serait un travail gigantesque. C'est un travail de fond qui n'a pas été fait par Emmanuel Macron, qu'il avait promis pendant sa campagne de 2017. Là, ça se fait un petit peu en catastrophe. Quelques agences, voilà, on en dont le SNU. Exactement, dont le SNU qui était extrêmement mal en point. Oui. Mais voilà, disons que c'est je pense que ce sont des signaux envoyés pour faire un peu baisser la pression, pour que la frustration et l'espèce d'exaspération après les 9 mois Bayrou, parce que franchement, je pense qu'on n'a pas fini vraiment de le dire, mais les 9 mois de François Bayrou à Matignon ont été un désastre politique, un désastre psychologique, un désastre en termes de travail. Je crois que c'est Marine Tondelier qui a dit que c'était un malaise à chaque fois qu'ils allaient le rencontrer, parce qu'ils se demandaient même s'ils comprenaient de quoi on était censé parler le jour où il venait. Donc, pour réparer les conséquences de ce désastre et puis de cette désaffection des Français vis-à-vis de la politique, il essaye de faire des choses et il essaye de les faire surtout tout de suite. Mais ce ne sont que des signaux. Je crois que ce qui va compter, c'est la copie du budget. Oui. Vous pouvez rajouter à l'ouverture de maisons de santé aussi. Oui. C'était donc son premier déplacement dont je parlais tout à l'heure. Il a annoncé sa première mesure, oui, sur laquelle il a communiqué. Ça, on peut que le saluer. Après, les professionnels disent qu'il faudra bien mettre des médecins dans les maisons de santé. Hein. Voilà, et ça, c'est pas fait. Donc, on ne règle pas la question des déserts médicaux. Mais voilà, c'est effectivement des tout petits signaux, mais alors vraiment qui ont été donnés, qu'on revient aux médiums, mais par la voix de la presse locale, qui est une presse très populaire dans les départements, mais donc toujours sans entendre la voix de Sébastien Lecornu. Et hier, j'entendais même les journalistes de la rédaction web de Public Sénat dire qu'ils n'avaient pas d'images pour illustrer leur papier. C'est-à-dire que les photos disponibles sur les banques d'images SIPA et AFP, elles datent de quand il était ministre des Armées ou qu'il était au Parlement. Mais dans ces cas-là, on a des photos où il n'était pas Premier ministre, et il y a une photo, je crois, à la passation avec François Bayrou. Donc il va falloir qu'à un moment on mette des images et du son sur toutes ces bribes d'informations et d'annonces qui ne font pas projet, qui ne font pas vision, mais qui font mesurette, peut-être un peu populiste sur certaines d'entre elles, mais un peu démago plutôt, mais bon, pour d'autres qui sont bienvenus, mais donc voilà, faire aussi maintenant enrober tout ça de son et de lumière. Oui, et je voulais dire une dernière chose, pardon. Sébastien Lecornu est très largement inconnu du grand public, volontairement d'ailleurs, mais je rappelle qu'il est quand même ministre depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, non-stop. Oui. Écologie, collectivité locale, il en a fait les armées. Il s'est arrangé pour qu'on parle le moins possible de lui. Oui, mais qu'il a quand même réussi à faire voter une loi de programmation militaire avec
une très grande majorité à l'époque où il n'y en avait pas tant que ça. Donc Oui, mais c'est des milliards. Qui peut voter contre des milliards? Voilà, mais C'était redonner des milliards à l'armée, forcément. il est quand même réputé pour être un habile négociateur. Mais là, je trouve que son habileté supposée est en train de tourner court et que l'exercice devient vain. Maintenant, il faut qu'il deliver, comme disaient les Anglais, et qu'il rende sa copie. Et cette copie, comme le disait Quentin, va forcément susciter des mécontentements. Mais je ne vois pas comment il peut retenir plus longtemps. Inexorable. Ben voilà, exactement. Perceval dans le chat, très méchamment, dit Bayrou, on avait le son et l'image et finalement on ne comprenait pas beaucoup non plus. C'est vrai, c'est vrai. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait. Je suis d'accord avec toi, Perceval. On n'entend pas Sébastien Lecornu tout simplement parce qu'il est peut-être nul en interview. Alors c'est vrai qu'il n'est pas d'un charisme extraordinaire. Non, je crois mais pas. après tout, c'est pas ce qu'on demande à un parce Premier qu'il a ministre. fait une émission, moment où il y avait des tensions internationales sur France 2 avec Caroline Roux, où il parlait des risques liés à tous les dangers de la guerre en Ukraine. Et c'était une émission assez longue, en prime time. Et je l'avais regardé et il se débrouillait très bien. Je crois qu'au contraire, je crois qu'il communique très bien, mais qu'il a plutôt cette idée de contrôle total de tout ce qu'il pourrait dire, parce qu'il sait que dès qu'il va lâcher la moindre partie de son budget, il va y avoir des réactions en chaîne et que ça sera peut-être plus contrôlable à ce moment-là. Donc de garder un maximum pour l'instant le contrôle sur tous les aspects de l'équation là. Merci madame, dit Perceval à Virginie Leguet. Je vous en prie, Perceval, je t'en prie. Finalement, la seule option de Sébastien Lecornu, est-ce que ce ne serait pas de s'éloigner d'Emmanuel Macron, qui fait en fait déjà figure de repoussoir pour l'opposition? En gros, sa seule option, c'est de composer un gouvernement de cohabitation, non? En tout cas, mais comment un des plus proches de Macron pourrait créer un gouvernement de cohabitation? C'est peut-être justement parce que c'est un très proche d'Emmanuel Macron et qu'il n'aura d'autre choix que de dire à un moment ou à un autre à Emmanuel Macron qu'il va falloir lâcher et que c'est le moment de lâcher et qu'il n'y a plus moyen de reculer et que s'il faut lâcher sur ce qu'Emmanuel Macron considérait de son héritage qui n'est finalement pas si flambant que ça, c'est maintenant. Et je pense que paradoxalement, c'est peut-être douloureux pour Emmanuel Macron que ce soit un de ses plus proches qui le lui dise, mais qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Si Emmanuel Macron se continue à dire « Oh là là, il ne faut pas toucher aux impôts, il ne faut pas toucher à la réforme des retraites », et bien alors là, il va droit au mur. Mais le droit au mur, je le redis, la dissolution, elle pourrait être fatale à sa toute petite, microscopique, étriquée majorité. Et la dissolution, si elle devait amener un Rassemblement national avec une forte majorité relative, voire une majorité absolue, mais il en serait comptable. Donc lui aussi, Emmanuel Macron, il ne faut pas non plus trop qu'il empêche Sébastien Lecornu de faire quelque chose de fructueux pour la discussion de ce budget. Oui, et c'est difficile de savoir justement dans quel niveau de réalisation, de compréhension de la situation politique est Emmanuel Macron, parce qu'à la toute dernière semaine de François Bayrou, il avait dit il faut maintenant tendre la main vers les socialistes. Et au même moment, François Bayrou avait parlé de signer 2 décrets sur la réforme de l'aide médicale d'État, donc repoussoir total pour les socialistes. Et donc on voyait que là il y avait un flottement complet à la tête de l'État. Et donc là, si on a compris, donc Emmanuel Macron est conscient qu'il doit faire un pas vers les socialistes. Plusieurs même. Voilà. Et sauf que les socialistes ils disent il faut qu'on ait le scalp de quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre du ultra symbolique et un marqueur énormissime. Donc est-ce que Emmanuel Macron va être d'accord pour qu'il y ait comme tu disais Virginie, un impôt sur les grandes fortunes? Est-ce que c'est le retour de l'ISF? Ce sera pas forcément la taxe Zuckman dans son intégralité. Est-ce que c'est un gel de la réforme des retraites avec on s'arrêterait là où on en est maintenant? C'est-à-dire à 63 ans. Voilà, si c'est la fin de l'année, on arrive à 63 ans. C'est ça. Elle devait se déployer sur plusieurs trimestres. Et donc là, si on s'arrêtait maintenant, ce serait 63 ans. Ça coûterait quand même plusieurs milliards, 3 milliards d'euros dès cette année. Et ensuite 7 milliards l'année prochaine, je crois. Mais ça coûterait très cher. Donc ça il faudrait la financer par ailleurs. Mais en tout cas, des mesures extrêmement fortes symboliquement pour que le PS dise on a obtenu le scalp, quelque chose de très fort, quoi. Oui, et je rappelle qu'il ne votera pas ce budget, mais s'il s'abstient, ça change tout. Parce qu'il suffit qu'on s'abstienne au moment de la motion de censure qui va avec le 49.3 pour qu'effectivement le texte passe. Est-ce qu'on peut voter un budget sans gouvernement? Non, vous avez besoin de ministres au banc. Le budget, comme le disait Virginie, ça s'étale jusqu'au mois de décembre, jusqu'à Noël. Et vous savez, les budgets de tous les ministères un par un. Et donc au banc, ils viennent se relayer. C'est extrêmement technique. On parle des fois de centaines d'articles. Et vous avez au banc des ministres toujours un membre du gouvernement. La session parlementaire ne peut pas se dérouler sans un représentant du gouvernement au banc des ministres.
le Sénat ou l'Assemblée nationale ne peut pas voter de loi ou encore moins le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, si vous n'avez pas un représentant du ministère. Alors des fois, ils envoient des sous-ministres. Hein. Vous avez le ministre des Anciens Combattants qui vient à la place du ministre de la Défense pour le budget des armées parce que c'est une séance de nuit qu'il est 4 heures du matin. Mais il y a toujours un représentant du ministère en question sur le banc des ministres et on ne voit pas Sébastien Lecornu faire non-stop 9h, 4h du matin tout seul. Non, en plus c'est trop technique, ça demande des fiches des collaborateurs, etc. Vous avez besoin d'avoir des cabinets qui travaillent sur chaque dossier, même si là, on s'imagine que le gouvernement démissionnaire avance le travail pour autant qu'il le peut. Le gouvernement suivant, on espère pour les petits copains qui viendront derrière. Mais oui, d'ailleurs, ça va être très, très rude pour le gouvernement d'arriver immédiatement au moment de la présentation du budget. Voilà. Et de devoir se... C'est pour ça qu'on va peut-être avoir des reconductions. Mais il n'y aura peut-être pas tant de changements de postes que ça. Surtout sur les postes régaliens, pivots. Oui. J'ai entendu dire que... Monsieur Lombard serait plus en odeur de sainteté parce qu'il aurait fait des bourdes et qu'il déplaît. Oui, pardon, le ministre de l'économie et qui déplaît maintenant à Emmanuel Macron et qui pourrait être remplacé par quelqu'un d'autre. J'ai entendu dire que Madame de Montchalin, au contraire, elle semblait très affûtée, très très rapide et que. Oui, mais elle a perdu l'élection législative et Sébastien Lecornu a sous-entendu qu'il fallait pas de ministre qui ait perdu des législatives. C'est vrai. Elle a perdu dans l'Essonne en 2024. Donc il va y avoir un équilibre peut-être plus complexe que ça à gérer, mais j'imagine qu'ils ne vont pas changer tous les postes et tous les ministres, ça serait beaucoup trop de chambardement, et qu'au poste clé où il faut vraiment une grande technicité, une grande connaissance de ce qui est décidé, que ce soit pour le budget de la sécurité sociale, le budget de l'État, parce que je rappelle qu'il y a 2 budgets qui vont être votés, il faut quand même que les gens soient, comme on dit, opérationnels tout de suite. Question de Perceval qui pose beaucoup de questions, mais merci Perceval, c'est très très bien. Question de Perceval, donc cher Perceval, si absence de vote d'un budget avant la fin de l'année, on se dirige vers une loi spéciale pour la reconduction du budget. Comme ça a été fait. Est-ce que c'est un objectif de la dernière chance pour Sébastien Lecornu pour éviter une taxe issue du PS ? Les 2 heures. Non, parce que si vous reconduisez les budgets de l'année dernière, vous avez forcément des énormes problèmes même dans les barèmes d'imposition. Vous êtes obligé de revenir à un budget après. La loi spéciale, elle sert juste à attendre d'avoir un budget après. C'est une transition en fait. Oui. Elle sert juste à pas avoir le shutdown qu'on a aux États-Unis avec des ministères qui ont plus de budget. Elle sert vraiment à attendre, et c'est ce qu'on a eu cette année, le mois de mars, avril, où ensuite on revote un vrai budget en bonne et due forme avec des chiffres actualisés. Et d'ailleurs, la loi spéciale avait provoqué des choses tout à fait imprévues. Et par exemple, certains foyers fiscaux qui n'étaient pas assujettis à l'impôt le devenaient avec avec l'évolution de l'inflation. Exactement. Ouais. Et tout d'un coup, ça a été corrigé par enfin le vote du nouveau budget. Mais c'est vrai que ça ne peut pas être trop long. Est-ce que le PS a vraiment intérêt à une dissolution ? C'est ce que tu disais. Alors moi, j'ai pas vu les études d'opinion là sur le fait qu'il regagne des couleurs. En tout cas, je pense que ça c'est dans la tête de tous les socialistes en ce moment. Et d'ailleurs, on dit qu'il y a eu beaucoup d'absences dans les derniers mois au Parlement parce qu'en fait, tout le monde faisait campagne sur le terrain pour être sûr que s'il y avait une nouvelle dissolution, puisque on pouvait à nouveau redissoudre à partir du 8 juillet, personne n'était pris par défaut comme la dernière fois. Et donc, il y avait des hémicycles vides. Il y avait un hémicycle vide à l'Assemblée nationale pendant de nombreux mois au printemps et au début de l'été dernier, parce qu'en fait, les députés étaient déjà en campagne, comme s'ils avaient commencé à se mettre dans l'idée que la dissolution pouvait arriver à n'importe quel moment. Alors, je veux quand même dire une chose, c'est que là, on parle du PS comme si c'était une énorme chose, mais le PS est devenu un groupe minuscule à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils sont actuellement 66 députés. Je rappelle qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Même chose pour la droite. La droite et le PS qui se sont succédés au pouvoir jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron, je suis dans l'opposition, je suis dans la majorité, sont devenus des choses minuscules. Et c'est d'autant plus même inquiétant de voir que finalement tout repose tellement tout le monde est petit, les gens ont besoin de s'agréger les uns les autres, mais tout repose sur la bonne volonté d'un si petit groupe qui est lui-même très divisé, parce qu'il y a ceux qui soutiennent un rapprochement avec LFI et ceux qui disent au contraire c'est le moment ou jamais de nous en séparer vraiment et de montrer qu'on est un parti de gouvernement. Donc ce minuscule petit groupe est lui-même divisé à peu près en 2 moitiés. Exactement la même chose que chez les LR. Exactement. Où Wauquiez a ses troupes très fidèles au sein du groupe LR, où ils sont une vingtaine, à être parfois beaucoup plus dans l'opposition
d'opposition, notamment pendant toute la campagne interne des LR, où il disait on peut pas être au gouvernement et en même temps être un parti comme ça d'opposition ou en tout cas d'alternative au macronisme. Donc pareil, une même division chez les LR, alors que les troupes de Bruno Retailleau, qui ont quand même pas mal de ministres, qui sont d'anciens sénateurs qui étaient proches de Bruno Retailleau, qui sont au gouvernement, eux se verraient bien continuer à mener des réformes ou même en tout cas à être au pouvoir, que ce soit Bruno Retailleau à l'intérieur, Buffet, enfin il y a toute une série de ministres comme ça qui aimeraient pouvoir continuer, Tabarot au transport, enfin toute une série comme ça. Donc c'est pareil, chez les LR, il y a cette tension entre au sein même d'un petit groupe, ils sont pas beaucoup plus nombreux que... Ils sont même moins nombreux. Ils sont moins nombreux que les PS, c'est un petit groupe, mais on réussit à se couper en deux sur la ligne politique. À propos de Retailleau, on peut lui prédire quel avenir à Bruno Retailleau. C'est plus compliqué pour lui maintenant. C'est surtout que Bruno Retailleau pensait qu'il allait choisir lui-même le moment de son départ pour peut-être se lancer vers 2027. Aujourd'hui, tous ces savants calculs sont totalement mis à plat. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être reconduit? Et s'il est reconduit, est-ce qu'il aura la même marge de manœuvre ou est-ce qu'il sera quand même un peu réduit au silence? Est-ce que le moment où il partira sera le bon? Enfin, il y a tellement d'inconnus par rapport à la présidentielle de 2027. Je pense que les souhaits de la France Insoumise de voir Emmanuel Macron démissionner sont totalement virtuels et qu'Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Mais admettons, pardon d'en revenir à ça, mais ça reste malgré tout... Il n'y aura pas non plus de destitution, pardon, je t'interromps, parce qu'il faut les 3/5 du Parlement. Alors, explique peut-être ce qu'est la destitution, c'est une procédure qui est très particulière. Oui, non, mais ça va très vite. Il faut avoir 3/5 du Parlement, donc députés et sénateurs. Ouais. Et vous avez un sénateur qui est qui est à droite, et qui votera jamais une telle destitution, pardon, du coup. Non, je voulais simplement dire que, admettons qu'il y ait une nouvelle dissolution au cas où le budget ne passe pas et que Sébastien Lecornu saute, si cette dissolution devait amener à une prééminence extrêmement forte du Rassemblement national, tout à l'heure j'ai dit qu'Emmanuel Macron serait comptable, mais ils en seraient tous comptables parce que toutes les projections sont là, toutes les perspectives sont sur la table et donc c'est aussi prendre un risque énorme, bien sûr pour eux, mais surtout pour ce que pourrait devenir l'Assemblée nationale et une majorité relative même forte tenue par le Rassemblement national. Ça changerait beaucoup l'équilibre des forces qui est déjà très instable. Sachant que le RN a dit qu'il n'irait pas à Matignon, en tout cas à Jordan Bardella, s'il n'avait pas 289, la majorité absolue, parce que ce serait être dans l'échec à un an de la présidentielle. Ils ne voudraient pas non plus montrer ce constat d'échec au moment où ils arriveraient au pouvoir. Donc ça continuerait avec cette instabilité politique, des groupes qui seraient une majorité toujours relative. Et on ne serait plus 3 groupes, il y aurait un groupe qui pourrait être très fort et 2 groupes, qui pourraient être beaucoup plus faibles encore. Chers amis, il est 18h pile, génial, super, on fait de la radio, c'est super. Il est 18h pile, donc on finit par le mot de la fin. Je voulais vous faire répondre à une question, je vous la lis, on y répondra une prochaine fois, c'est Hugo de Poisereau qui la pose. Bonjour le talk et ses invités. Salut Hugo, je suis peut-être très imaginatif, mais je vois bien Emmanuel Macron profiter de la crise politique que nous traversons pour déclarer que la 5e République ne fonctionne plus et convoquer lui-même une constituante chargée d'adopter une nouvelle constitution. Il aime tellement être théâtral, se poser en homme providentiel, que je le vois bien vouloir être le père fondateur d'une 6e République qui coupe l'herbe sous le pied de la gauche. Il y a 18h passées de 30 secondes. Le mot de la fin, Quentin Calmet. C'est intéressant. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les journalistes politiques, on n'essaye plus de suivre les décisions rationnelles d'Emmanuel Macron, depuis notamment la dissolution où il a mis des mois, même il a mis jusqu'au mois de décembre à reconnaître que elle non seulement n'était pas comprise, mais que c'était peut-être une vraie erreur. Je crois qu'il le reconnaît toujours pas. Ouais, d'ailleurs, sans doute que quand il l'a dit 31 décembre, c'était pour essayer d'évacuer la question, mais qu'effectivement, il dira jamais qu'il avait eu tort. Mais en tout cas, c'est vrai que des fois, il a des décisions qui sont irrationnelles ou qui ne sont pas logique avec les cartes qu'il a. C'est pas comme ça qu'on devrait jouer au jeu. Lui, effectivement, il est parfois, c'est sa façon d'être comme ça novateur en politique, sauf que des fois ça mène à des vraies erreurs politiques. Oui, sauf que là je rappelle quand même qu'il est en fin de second mandat, qu'il ne peut pas en faire de 3e, donc il peut faire coup d'éclat sur coup d'éclat qui pour l'instant se sont tous avérés des coups d'épée dans l'eau. Là, celui-ci, ce dont parle notre auditeur me paraît totalement risqué. Merci Virginie Aguet, merci Quentin Calmet.
18h01, passé de 32 secondes. Merci d'avoir répondu aux questions du chat. On reviendra sur la condamnation de Nicolas Sarkozy dans un prochain stream, alors peut-être la semaine prochaine, j'espère. Avec des vrais juristes. Avec des vrais juristes, notamment... Oh. Ça sera tellement bien. Ça sera bien aussi, notamment sur l'aspect donc juridique de l'exécution provisoire de sa peine. Donc je vous trouve 2 éminents juristes pour répondre à vos questions. On essaiera de faire le tour du sujet en prenant d'un autre endroit. Pour l'instant, vous restez avec nous dans le chat. On fait une courte pause pour accueillir nos 2 autres invités. On va parler de la France qui reconnaît l'État de la Palestine devant les Nations Unies. On va parler Israël, Gaza, effet de bord, conséquences, position des uns et des autres. C'est dans 1 minute et ce sera jusque 19h. Restez avec nous. On revient dans un instant. 18h07, salut, merci d'avoir patienté. On quitte Paris, ses grands procès et son gouvernement qu'on tarde à composer. On s'envole pour la Palestine puisque lundi, le président de la République a reconnu l'État de la Palestine au nom de la France, le président de la République Emmanuel Macron, depuis la tribune de l'ONU, la France mais aussi la Belgique, le Luxembourg, Malte, Saint-Marin et Andorre, et la veille le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni et le Portugal. Il est 18h passé donc de 7 minutes et 30 secondes. On peut dire donc bonsoir sur France Info. Bonsoir Armin Arefi. Bonsoir. Salut Armin, tu es journaliste, grand reporter au Point, tu es spécialiste du Proche et Moyen-Orient. À tes côtés, Christian Chesneau, qu'on connaît bien. Christian qui est grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Salut. Salut. Certains parlent d'un moment historique, d'autres d'un coup d'éclat voué à n'être qu'un coup d'épée dans l'eau, d'autres parlent d'un symbole, mais peut-être pas beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un peu de tout ça, chers messieurs, qui se lancent? Armin? Je pense que déjà c'est un coup d'éclat diplomatique de la part du président Macron, qu'on a beaucoup raillé depuis le 7 octobre pour ses prises de position parfois surprenantes. Souvenons-nous de la coalition, par exemple son projet de coalition contre le Hamas qui avait fait un gros flop. Le fait qu'il ait tardé à dénoncer les bombardements contre les civils, et puis le fait qu'il ait pris un tout autre cap en condamnant, en parlant de honte par rapport à ce qui se passait à l'intérieur de Gaza. Donc on a aujourd'hui un président qui, on va dire, s'inscrit dans la lignée de cette politique qu'on a pu appeler politique arabe ou d'équilibre de la France au Moyen-Orient, et qui, face à un Donald Trump qui se moque de l'ordre international et du respect du droit international, un président français qui insiste sur ces 2 aspects et qui a été, on peut le dire, lundi, en marge du début de l'Assemblée générale des Nations Unies, la véritable, en tout cas, star de cette conférence consacrée à la solution à 2 États. Et ce qu'il met aujourd'hui, ça fait des années, depuis maintenant pratiquement 40 ans, que la France appelle de ses voeux à la création d'un État palestinien. Le seul problème, c'était qu'elle souhaitait le faire au bon moment, le moment opportun, je cite. La France aujourd'hui choisit ce moment, ça a été décidé par Emmanuel Macron, je crois, en avril dernier, parce qu'il estime que cette solution à 2 États, la seule qui peut mettre fin au conflit israélo-palestinien, en tout cas trouver une issue pacifique à ce conflit, est plus que jamais en péril sur le terrain par 2 choses. La situation catastrophique à Gaza. On a une famine où on a 8 organisations internationales ou entités internationales qui parlent de génocide, avec une population palestinienne en voie ou menacée d'expulsion par l'armée israélienne, et de l'autre, la colonisation et les exactions des colons illégalement installés en Cisjordanie, occupés d'après l'ONU, le droit international, qui aujourd'hui s'en prennent aux populations civiles et qui profitent de cet esprit de vengeance qui les anime après les massacres du Hamas pour prendre, confisquer et encore plus de terres et expulser les Palestiniens de ce territoire occupé. Donc à l'heure où la droite, voire l'extrême droite israélienne est en train de mettre en œuvre sa solution pour le conflit, à savoir la liquidation de la cause palestinienne, on a un dirigeant occidental, Emmanuel Macron, qui prend le lead et qui essaye de remettre sur pied cette solution que beaucoup estiment qui n'est plus viable sur le terrain. Et je pense que c'est tout à son honneur, même si ça peut masquer une sorte de manque de fermeté par rapport à Israël pour mettre fin à la guerre contre Gaza. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se cache derrière
les divisions qui minent l'Union européenne pour sanctionner Israël, ou sanctionner véritablement avec, par exemple, une remise en cause de l'accord d'association commerciale avec Israël. Et donc, ne prononçons pas de sanctions, ne serait-ce que bilatérales, françaises, unilatérales, pardon, donc de la France vis-à-vis d'Israël, il tire son épingle du jeu avec cette reconnaissance qui est historique, même si elle ne change pas foncièrement pour l'instant la situation sur le terrain, loin de là. Christian Chesneau. Oui, alors c'est vrai ce que vient de dire Armin, c'est-à-dire qu'il y avait urgence, parce que historiquement, l'idée c'est de se dire Israéliens et Palestiniens vont négocier et arriveront à une solution. Et donc on ne reconnaîtra pas l'État palestinien avant que les parties s'entendent. En gros, on reconnaîtra à la fin. C'est-à-dire que Israéliens et Palestiniens se sont dit, alors ça avait commencé à Oslo, il y avait une reconnaissance mutuelle, etc., mais ça a été bloqué, il y a eu l'assassinat de Rabin, il y a eu la colonisation qui a continué, etc., donc on était dans une impasse, et l'impasse devenait même plus une impasse, c'était un gouffre ou un mur, parce que là, les Israéliens disent, nous, on ne veut plus d'État palestinien, on ne veut plus négocier, on veut simplement peut-être annexer tout au parti de la Cisjordanie, qui fait partie donc de la Palestine, et puis à Gaza, on voit bien la mécanique à l'œuvre. Alors il y a un débat sur le terme génocide, en tout cas il y a une forme il y a des massacres, on a parlé de famine, on déplace les populations. Aujourd'hui il y a 700 000 Palestiniens qui sont sur les routes à Gaza, et donc il y a presque aussi la crainte d'ailleurs de l'Égypte, que Israël dise ou bombarde par exemple le point de frontalier et laisse passer 100 000, 200 000, 300 000 Palestiniens qui iraient se réfugier ou trouver refuge en Égypte. Donc là, les choses ont changé, d'où l'urgence du président Macron qui dit si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et il faut envoyer quand même un signal. Alors, le côté un petit peu, ce qu'il a voulu faire, c'est créer une dynamique, on l'a dit, c'est-à-dire que la France n'est pas seule. Il y a quand même, il faut le rappeler, la Grande-Bretagne, qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, 4 membres permanents sur 5 soutiennent la Palestine, reconnaissent l'État de Palestine. Vous avez, on a parlé du Canada, de l'Australie, qui sont des membres du G7. Donc, c'est quand même des poids lourds. C'est pas simplement, on a parlé de Malte, San Martin. Oui. C'est anecdotique, mais quand vous parlez quand même, peut-être bientôt le Japon, la Nouvelle-Zélande, peut-être la Finlande. Enfin, voilà. Donc là, on arrive à un moment où, effectivement, il y a une forme d'unanimité. Sauf que, ce qu'il faut bien comprendre, et à la question, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Alors, sur le terrain, non. Mais il faut bien comprendre que tant qu'il y a un veto américain, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent, que pour intégrer un nouveau membre de plein droit et à part entière avec un droit de vote comme tous les pays du monde, il faut un vote du Conseil de sécurité de l'ONU à la majorité de 9 sur 15. C'est-à-dire qu'il faut 9 votes pour, et il ne faut pas en même temps un veto ou un vote négatif d'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire que tant que les Américains mettront leur veto, il n'y aura pas l'État palestinien en tant que tel, en tout cas avec tous les droits comme un pays comme la France, comme Israël. Et donc, voilà. Sauf que l'étau se resserre, parce que là, on est parti de 148 membres avant le vote, là, on va arriver presque à 160 votes, et donc, il faut rappeler, 193 membres de l'ONU, mais vous voyez aboutir à une situation presque absurde, où vous auriez 191 pays dans le monde qui reconnaissent, et 2 qui ne reconnaissent pas, c'est-à-dire Israël et les États-Unis, et la Palestine ne serait pas reconnue. Oui. non, pardon, non, rien du tout. Non, je pensais que tu voulais intervenir. non, mais. Non, je voulais d'accord, pas. d'accord. Donc à la fois, il y a un impact. Parce que s'il n'y avait pas un impact, les Israéliens ne réagiraient pas. On a bien vu que Netanyahou est foudrage, parce qu'encore une fois, ce sont 2 membres du Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne, qui est quand même à l'origine, je dirais pas du problème, mais enfin, la déclaration de Balfour en 1917, c'est les Anglais qui ont créé finalement le problème. Et donc, 2 membres permanents, les Israéliens sont ulcérés parce que, en tout cas, Netanyahou, parce que, voilà, juridiquement, il y a quand même des implications. Ça veut dire que maintenant, il y a une ambassade à Paris, il y aura peut-être une ambassade de France à Ramallah, il y a des droits. C'est-à-dire que c'est plus simplement un État, comme un sous-État. Il faut rappeler que la Palestine est non membre de l'ONU depuis 2012. Ils sont membres de l'UNESCO, etc. Ils sont observateurs. Mais là, donc il y a quand même une dynamique qui est, pour simplifier, qui est quand même pro-palestinienne, en tout cas, qui va dans l'intérêt des Palestiniens. Les Israéliens, eux, sont dans une autre logique en ce moment. Pas de négociation, la solution militaire, peut-être l'annexion des colons. Et donc là, eux sont dans une fuite en avant.
Et là, on va voir, demain, Benjamin Netanyahou s'exprime à l'ONU. On va voir qu'est-ce qu'il va annoncer. Est-ce qu'il va annoncer peut-être de nouvelles colonies, une annexion, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on est dans deux logiques complètement différentes. Et c'est ce qu'a voulu dire le président Macron, c'est qu'on veut préserver par l'avenir, cranter juridiquement la perspective du deuxième État, l'État de Palestine. J'ai une question pour Armin Arefi que j'ai placé dans un inconfort terrible Pas du tout, en surinterprétant un regard doucereux. Perceval a une question pour toi parce qu'il se trouve que j'écoute Christian Chesneau sur nos antennes, je lis aussi Armin Arefi dans les pages du Point. Je sais que donc tu as bossé sur la question. Le débat sur la reconnaissance à l'ONU a été coprésidé par la France, l'Arabie Saoudite avec le soutien de Mohamed Ben Salman. Est-ce que c'est la bonne personne avec laquelle on peut mettre en place un plan de paix ? C'est Perceval qui la pose. Salut Perceval, merci. Continue de nous poser des questions. C'est la journée de Perceval aujourd'hui. Effectivement, il fallait, je pense, que ce soit un plan à minima arabe. Et pourquoi pas occidentalo-arabe. Le positionnement de l'Arabie Saoudite... Oui, c'est un peu ambivalent quand même. Ils ont changé de positionnement. Ils ont changé. Alors, non, pas forcément. Il y a eu, en 2002, donc il y a 23 ans, une initiative de paix initiée par le roi Abdallah, l'oncle de Mohamed Ben Salman, l'actuel prince héritier d'Arabie Saoudite, qui proposait déjà à l'époque la normalisation de l'ensemble des pays arabes en échange, donc avec Israël, en échange d'un retrait israélien des territoires occupés, c'est-à-dire à l'époque Gaza et la Cisjordanie. Israël a toujours opposé une fin de non-recevoir à cette proposition. Au fur et à mesure des années qui ont suivi, il s'est avéré que le principal danger aux yeux des pétromonarchies du Golfe dont fait partie l'Arabie Saoudite, c'était la République islamique d'Iran, chiite, accusée de déstabiliser la région. En tout cas, c'est l'avis de la majorité des pays arabes, notamment des pays du Golfe de la région. Et c'est cette dynamique de coopération, tout d'abord à bas bruit, qui s'est concrétisée par la signature en 2020 des accords d'Abraham, donc la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, puis le Soudan, avec l'État d'Israël. L'Arabie saoudite, c'est différent. Pourquoi ? Parce que c'est le royaume Al Saoud et le détenteur des deux lieux les plus saints de l'islam, la Mecque et Médine. C'est, on va dire, le leader du monde islamique, peut-être même la plus grande puissance aujourd'hui du monde musulman, enfin du monde arabe, pardon. Il peut y avoir débat par rapport à l'Égypte. En tout cas, sous le roi actuel, le roi Salman, le père de Mohamed Ben Salman, il était impensable que l'Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël sans création ou du moins reconnaissance par Israël d'un cheminement vers la solution à deux États et donc la création d'un État palestinien. Avant le 7 octobre, on ne parlait pratiquement plus dans les médias, en tout cas occidentaux, de la situation dans les territoires palestiniens occupés, alors que les exactions avant même le 7 octobre avaient déjà commencé, avec quand même au pouvoir en Israël, à partir de décembre 2022, l'un des gouvernements les plus à l'extrême droite de l'État d'Israël, avec notamment deux ministres colons que sont et suprémacistes, que sont le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances en charge des colonies israéliennes au sein du ministère de la Défense, Bezalel Smotrich. Et donc, l'Arabie saoudite, avant les massacres du 7 octobre, était sur le point de normaliser et voilà que les massacres ont lieu, entraînant une riposte israélienne à Gaza, remettant au cœur de l'actualité la problématique palestinienne, le conflit israélo-palestinien. Et étant donné l'ampleur des pertes civiles sous les bombardements israéliens à Gaza, il est devenu impossible à l'Arabie saoudite de normaliser avec Israël, alors qu'à l'époque, à la veille, le 6 octobre, il y avait des négociations enclenchées entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite était prête à normaliser en échange de garanties de sécurité offertes par les Américains aux Saoudiens en cas d'attaque du royaume Al Saoud, mais également de fourniture de réacteurs nucléaires civils et donc de participation américaine au développement d'un programme nucléaire civil. Ce n'est pas arrivé et c'est en décembre 2024, donc à peu près un an plus tard, que, à l'occasion d'un séjour, d'une visite d'État du président Macron à Riyad, les deux hommes se sont mis d'accord pour relancer cette solution à deux États qui, encore une fois,
il faut le rappeler, il faut le dire à nos auditeurs, c'est la seule solution pacifique à ce conflit. N'en déplaise aux extrémistes des deux bords, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'État palestinien, c'est encore des décennies et des décennies de guerre, malheureusement de massacres, avec des morts civiles des deux côtés. Donc ce qu'ont fait ces deux dirigeants, c'est relancer cette solution à deux États avec l'organisation au début, en tout cas pardon, au mois de juillet, parce qu'elle avait été reportée, d'une conférence internationale, une résolution appelant à la création d'un État palestinien, mais ce n'est pas tout. Condamnant le Hamas et les massacres du Hamas, donc du 7 octobre. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que souligne la diplomatie française, c'est que cette résolution a été adoptée, donc condamnant le Hamas, y compris par des États que l'on peut juger proches du Hamas, comme par exemple le Qatar. Donc on a aujourd'hui ces deux États qui disent, donc l'Arabie Saoudite et la France, à Israël, écoutez, allons vers une solution à Gaza, sans le Hamas, avec remise en selle de l'autre, on va dire, mouvement politique palestinien majoritaire au sein de l'autorité palestinienne, à savoir le Fatah qui est laïque, contrairement au Hamas qui est un mouvement issu de la matrice des frères musulmans. Si vous l'acceptez, si vous acceptez ce cheminement vers l'État palestinien, si vous acceptez le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, si vous n'expulsez pas la population palestinienne de Gaza, si vous acceptez le plan de financement par les pétromonarchies du Golfe, alors nous allons aller vers quoi? Vers ce que vous souhaitez, à savoir une intégration d'Israël dans ce qui reste des pays musulmans et arabes de la région, et notamment, premier d'entre eux, l'Arabie Saoudite. Sauf que, en tout cas, pour l'instant, et c'est ça le problème, le gouvernement israélien actuel ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que, d'un côté, il est farouchement opposé à tout État palestinien. Ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est étendre dans les faits, on va dire, de jurer ce qui est aujourd'hui la réalité de facto, à savoir qu'il y a un seul État qui contrôle au niveau sécuritaire toutes les populations qui se trouvent de Gaza en Israël, en passant par la Cisjordanie, c'est l'État d'Israël. Et aujourd'hui, ce gouvernement d'extrême droite, pour en tout cas plusieurs membres extrêmement influents, ne souhaite pas d'État palestinien. Il voit là une occasion unique de se débarrasser du problème palestinien et d'arriver, après les massacres du 7 octobre, de saisir, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, saisir la situation, l'occasion actuelle telle que se présente pour liquider la cause palestinienne. Christian, chez nous. Oui, alors moi je vais rebondir et poursuivre. L'Arabie Saoudite, c'est pas effectivement c'est très important. Je crois même c'est la clé. On l'a dit, Armin l'a rappelé. 2002, le plan Abdallah. Avant, il y avait eu le plan Fez dans les années 80. Donc oui, donc l'Arabie s'intéresse à la cause palestinienne parce que on l'a dit pour des raisons religieuses. Donc les deux lieux saints, la Mecque et Médine, mais aussi Jérusalem, alors géré par la Jordanie et les Palestiniens. Donc il y a une dimension un peu religieuse, mais au-delà de ça, aujourd'hui, il faut bien comprendre, comme je le disais au début, celui qui a la clé, c'est Trump. C'est-à-dire que lui, il peut donner un coup de bâton sur Netanyahou ou pas. L'autre chose, c'est qu'il a l'oreille des Saoudiens. Je rappelle quand même qu'il y a eu une grande visite au printemps où les Saoudiens, les Qatariens, les Émiriens ont promis des centaines de milliards d'investissements. Il faut savoir que MBS va bientôt aller aux États-Unis en novembre et que là, évidemment, aux oreilles de Trump, l'argent, les dollars, les contrats, c'est quelque chose. Comment? Ça sonne bien. Et c'est vrai que là, il y a un point de levier, alors qui n'est pas forcément déterminant, mais en tout cas, si on veut faire infléchir, en tout cas, retenir le bras de Benjamin Netanyahou, par exemple, d'annexer complètement la Cisjordanie. Apparemment, Trump a eu une réunion avec les pays arabes et musulmans hier à New York en disant « c'est une ligne rouge pour moi aussi, je ne veux pas », mais enfin, on verra. En tout cas, là, il y a un levier important et là, Trump peut être sensible à ça. Alors, il est aussi sensible, il veut avoir le prix Nobel de la paix. Donc, voilà. Donc, il y a un moment donné, parce que la question qui se pose, et ça pas simplement en Europe et dans la région, c'est là, on a l'impression d'un Premier ministre israélien en roue libre, une espèce de fuite en avant mortifère qui joue sa survie pour des raisons politiques, etc. On va revenir là-dessus, mais qu'il est un peu maintenant sur le contre-tous. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde, et d'ailleurs le président Macron l'a redit à l'ONU, ça suffit. Le temps est venu, il faut arrêter. C'est-à-dire que là, maintenant, on ne peut plus comme ça continuer, des dizaines de morts tous les jours, des atrocités, etc. Encore une fois, il faut quand même dire d'où on vient. On parle quand même du 7 octobre où Israël était vraiment la victime, qui était agressée, etc. On arrive aujourd'hui avec un pays qui est quand même
accusé de génocide. Donc là, on est dans une phase quand même très critique. Donc je pense que l'Arabie Saoudite a un rôle à jouer. Et surtout, et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant pour Israël, mais encore une fois, le problème en Orient, c'est que parfois l'irrationnel et l'émotion priment sur le réalisme parfois. Parce qu'effectivement, l'Arabie Saoudite, on a fait des talks là-dessus, c'est-à-dire que c'est un pays qui a beaucoup d'argent, qui veut se développer. Et évidemment, si l'Arabie basculait et il y avait une normalisation avec Israël, quasiment c'est tout le monde arabe et musulman qui basculerait avec une carotte pour Israël. C'est-à-dire que c'est un pays qui est plein d'argent, qui a besoin de technologie, et donc et pour Israël, qui partage une côte presque commune, la mer Rouge, MBS veut faire de la mer Rouge une riviera, qui pourrait aller monter jusqu'à Aqaba et Eilat. Donc il y a un intérêt, j'allais dire, pratique, mais aujourd'hui, comme l'a dit Armin, vous avez un peu des fondamentalistes qui sont au pouvoir en Israël, en tout cas qui influencent fortement le gouvernement, et eux, ils ne pensent pas business ou faire du commerce, échange, etc. Ils pensent on va revenir au temps de la Bible, de la Torah, et que maintenant c'est Israël sacré, le grand Israël, et que on peut être seul contre tous, et on va liquider encore une fois les Palestiniens, les expulser, etc. Donc encore une fois, là il y a une triangulation entre Trump, Netanyahou et MBS, et voilà, et chacun, on va voir de quel côté ça va tourner, mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'à un moment donné, Netanyahou ne pourra pas aller, je veux dire, s'il continue, c'est vrai que là, ça va être très compliqué, parce que là, on va avoir, comme l'a dit Hermine, c'est-à-dire que là, on s'achemine encore plus de drames. Et là, on ne va pas construire la paix sur des débris. Alors moi, il y a deux choses que j'aimerais dire en réaction à ce que vient de dire Christian. La première chose, c'est qu'effectivement, ça c'est clair, la clé est entre les mains de Donald Trump. Donald Trump va avoir une visite... en tout cas va recevoir une rencontre avec Benyamin Netanyahou lundi prochain, à l'issue de laquelle le Premier ministre israélien pourra annoncer quelles mesures de représailles il prépare après la reconnaissance unilatérale d'une dizaine de pays occidentaux dont il sait que la France est le chef de file. Qu'est-ce qu'il dispose dans son arsenal éventuel ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'annexion, et on parle beaucoup d'annexion, l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie occupée. On sait que le ministre des Finances, lui-même en charge des colonies en Cisjordanie, Bezalel Smotrich, appelle à l'annexion de 85% de la Cisjordanie. D'autres parlent uniquement de l'annexion d'une zone déjà sous contrôle sécuritaire israélien, la zone C, qui représente malgré tout environ 60% de la Cisjordanie. Aujourd'hui, on a déjà, sans que ça ait été annoncé de manière tonitruante, le principal point d'accès entre la Jordanie et la Cisjordanie, qui s'appelle le pont Allenby, qui permet aux Palestiniens de Cisjordanie de partir en Jordanie ou de revenir en Cisjordanie, qui est fermé. C'est également par ce point de passage, et qui est fermé pour une durée indéterminée. Donc on voit une Cisjordanie étouffée. C'est également par ce point de passage qu'entre toute l'aide humanitaire en direction de Gaza provenant de Jordanie. Le problème, c'est que si l'annexion est déclarée, là, ça met en péril quoi ? Et c'est là qu'on revient à ce qu'on disait, les accords d'Abraham, à savoir que les Émirats arabes unis, qui sont quand même, depuis leur normalisation avec Israël, sur une ligne assez proche, en tout cas le pays le plus proche des pays arabes de la ligne israélienne, qui disent non, ça c'est une ligne rouge, ça nous met nous-mêmes en difficulté par rapport à nos populations qui sont majoritairement pro-palestiniennes, même si, il faut quand même rappeler que les Émirats arabes unis, c'est 10% uniquement d'Émiriens nationaux, contrairement à l'Arabie saoudite, où sur 30 millions d'habitants environ, on a 20 millions de Saoudiens nationaux et qui poussent. Donc, c'est une des possibilités. Il pourra aussi y avoir, et il y aura certainement des sanctions, on va dire, bilatérales, peut-être des restrictions pour le consulat de France à Jérusalem, qui est en charge des Français de Jérusalem, mais aussi des territoires palestiniens. C'est une possibilité. Ça pourrait aller jusqu'à la fermeture. On verra. Donc, voici les mesures qui se présentent dans l'arsenal de Benyamin Netanyahou. De l'autre côté, Donald Trump, force est de constater que depuis son retour, on se disait que, étant donné les liens de grande proximité entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou, c'était peut-être le président américain le plus à même de tordre le bras de son ami. Sauf que depuis, dans les faits, on le constate dans les pas faits, tant que il ça. est totalement aligné sur ce que fait Benyamin Netanyahou depuis son retour à la Maison-Blanche, si ce n'est que c'est Benyamin Netanyahou
début du mois de janvier, quelques jours avant son intronisation, qui a, comme geste de bonne volonté, accepté un cessez-le-feu qui avait tenu pendant 3 mois avant que ce même Benyamin Netanyahou, gouvernement israélien, décide de façon unilatérale, il ne faut pas l'oublier, de le violer et de reprendre les hostilités alors que les otages étaient échangés par le Hamas. Même si le Hamas de son côté peut avoir certaines responsabilités, mais en tout cas là-dessus, il jouait le jeu. Pour revenir à la question, donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure Donald Trump va à nouveau s'aligner sur la politique de Benyamin, la décision de Benyamin Netanyahou. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu 2 occasions récentes, depuis on va dire cet été, où Donald Trump donnait le signe qu'il voulait négocier avec ses adversaires, par exemple la République islamique d'Iran, et que pendant les négociations, par exemple sur le nucléaire iranien, on a Israël qui frappe l'Iran, prenant par surprise la délégation iranienne. La même chose est arrivée il y a quelques semaines au Qatar, alors que Donald Trump venait apporter une nouvelle proposition pour un cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas, visiblement, l'étudiait avec beaucoup de sérieux. Alors, on n'avait pas encore donné son accord. Et au moment où les négociateurs du Hamas, hébergés par le Qatar, avec l'accord des États-Unis et d'Israël, étudient cette proposition, bam, ils se font torpiller par l'armée israélienne sur décision de Benyamin Netanyahou. Alors, soi-disant, Donald Trump n'était pas au courant. C'est tout bonnement impossible que les Américains qui disposent à Doha de leur plus grande base au Moyen-Orient n'aient pas été au courant et n'aient pas pu prévenir les Israéliens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a depuis hier un plan qui est annoncé, un nouveau plan américain, un plan en 21 points qui a été présenté aux pays arabes pour un cessez-le-feu durable à Gaza qui reprend un peu, et il faut le souligner, une partie en tout cas du précédent plan américain, mais aussi une partie de ce que préconise, du plan que préconisent Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, à savoir une libération de tous les otages, un retrait pour le coup progressif de l'armée israélienne de Gaza, une population palestinienne qui ne serait pas expulsée, des pays du Golfe qui participeraient à la reconstruction, un gouvernement transitoire qui serait mis sur pied à Gaza, palestinien, mais débarrassé du Hamas, avec des éléments de l'autorité palestinienne. Steve Witkoff, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient de Donald Trump, a indiqué qu'il y aurait dans les prochains jours une percée. On va voir. Dernière chose, par rapport à ce que disait Christian, moi je ne suis pas persuadé. Alors, effectivement, on voit que sur le plan international, et lui-même en convient, Benyamin Netanyahou se trouve aujourd'hui plus que jamais isolé. Preuve en est, et c'est pour la première fois, l'avion du Premier ministre israélien a décidé de contourner l'espace aérien européen de peur qu'il soit en urgence, arrêté, qu'il soit même arrêté dans l'espace aérien, par exemple, de la France ou de l'Espagne. Il ne faut pas oublier que le Premier ministre israélien est quand même sous un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans les airs, vous avez vérifié, monsieur, vous êtes sûr? Moi, je sais que oui, dans les airs, c'est possible si un État peut décider d'envoyer ses avions de chasse pour forcer l'avion à se poser. Ce que la France n'a pas jugé utile de faire au cours des précédentes fois où le Premier ministre israélien avait survolé l'espace aérien, il aurait pu le faire, il n'a pas voulu prendre le risque, Netanyahou. En revanche, donc effectivement, c'est la preuve, s'il en fallait, qu'il est de plus en plus isolé, même s'il bénéficie encore du soutien de la plus grande puissance au monde, les États-Unis, et c'est pas rien, et de son président Donald Trump. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en Israël, on a quand même un gouvernement qui a voté son budget, qui est en place, qui n'est pas, à mon sens, et Christian me dira si je me trompe, mais qui n'est pas menacé du jour au lendemain d'être renversé, donc il y ait de nouvelles élections, même si effectivement il y a un débat persistant sur la conscription obligatoire qui déplaît fortement aux alliés Netanyahou, les ultra-orthodoxes. Mais on a quand même, sur la question palestinienne, un Premier ministre israélien qui est soutenu par une grande partie de la population qui ne comprend pas d'un point de vue israélien pourquoi ce que fait Emmanuel Macron ne voit pas autre chose qu'une récompense au Hamas. C'est-à-dire que dans leur tête, ce qu'ils se disent, c'est on a encore 48 otages à Gaza, dont une vingtaine seraient encore en vie, 28 corps, et Emmanuel Macron parle d'État palestinien, c'est tout bonnement impensable côté israélien. Il n'arrive pas
en tout cas, ils On parle de estiment. la société civile dans Je son parle de la ensemble. société dans son ensemble, même si encore une fois, il y a aujourd'hui une majorité de la population israélienne, lapsus, d'après les sondages, souhaite la fin de la guerre pour obtenir le retour des otages. C'est pas pour autant que le Premier ministre israélien les écoute. Mais sur la question de l'État palestinien, on en est environ, d'après les sondages, à 40% de soutien. Le problème, c'est que la majorité des Israéliens estiment, au même titre que la rhétorique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, que ce n'est pas le moment. Et le discours de Benjamin Netanyahou, selon lequel la création in fine d'un État palestinien serait une sorte de, ce qu'il a appelé par le passé, Fataland, Hamasland, porte de façon extrêmement forte dans une société qui est toujours traumatisée par le 7 octobre et qui voit au quotidien ces otages ne pas être libérés, ceci alors que, aujourd'hui, et le chef d'état-major israélien lui-même l'a dit lors des réunions du cabinet de sécurité, l'offensive militaire en cours contre la ville de Gaza est en train de mettre en danger la vie des 20 otages israéliens qui restent. Oui, alors, ce qu'il faut rappeler aussi, alors moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la société israélienne, mais on a bien compris qu'il y a un avant et après 7 octobre, et qu'avant le 7 octobre, les Palestiniens avaient disparu du quotidien des Israéliens. C'est-à-dire qu'ils n'existaient plus. Ils n'étaient plus visibles, et c'était plus un problème. C'est-à-dire parce que le Qatar finançait Gaza et le Hamas, l'administration, il y avait quelques travailleurs palestiniens qui venaient travailler un petit peu dans l'agriculture, le BTP, il y avait quasiment plus de violence. Enfin, donc il y avait presque, on passait à autre chose. D'ailleurs, on parlait peut-être de normalisation avec les Saoudiens. Donc il y avait, et c'est vrai que malheureusement, en tout cas, ce qui s'est passé, effectivement, c'est un séisme parce que les Israéliens pensaient que ce problème était fini. Parce qu'avec l'économie, le business, l'argent du Qatar, on avait réglé que finalement, l'État palestinien, maintenant, c'était un truc qui était un peu du passé, quoi. Et là, évidemment, ça a remis au cœur avec ce traumatisme. Et il faut comprendre, plus de 1200, 1300 morts assassinés, je veux dire, de sang-froid. Donc c'est effectivement une blessure énorme. Donc ils ne s'y attendaient pas. Ils pensaient que justement, les Palestiniens étaient sortis de l'histoire. Et que l'État palestinien, c'était une chimère, et que c'était pour les diplomates, et c'était Et là, évidemment, il y a une double blessure, à la fois ce 7 octobre qui est évidemment quelque chose d'inimaginable, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Parce qu'on n'était pas dans une phase de guerre, on n'était pas dans une phase de confrontation. Ça venait, j'allais dire, sur un calme plat, apparent. Et donc vous avez ce 7 octobre qui arrive, des Israéliens qui ne sont pas préparés à ça et qui se retrouvent évidemment avec plus de 1200, 1300 personnes assassinées, mais vraiment sauvagement, sans parler des blessés, avec des otages, 250 otages. Alors maintenant il en reste une vingtaine vivants, peut-être il y a une vingtaine de corps. Donc, et donc là pour eux, et Armin a bien résumé, c'est-à-dire que eux, ils veulent toujours pas l'État palestinien. Eux, ils veulent effectivement le retour des otages et la fin de la guerre, parce que il faut aussi parler aussi des conséquences sur Israël, c'est-à-dire en termes économiques de business. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même. Alors c'est du long terme, c'est un peu comme la Russie quand on met des sanctions, etc. Il n'y a pas de sanctions sur Israël économiques, mais il commence à y avoir des conséquences financières, parce qu'évidemment, investir dans un pays en guerre, on voit bien que les produits agricoles parfois sont boycottés. La société israélienne, elle aussi, il n'y a pas que Benjamin Netanyahou qui est isolé. Maintenant, être israélien, aller faire du tourisme en Grèce ou en Espagne, c'est compliqué. Pour une équipe de foot, aller jouer en Europe, on parle même peut-être de boycott pour l'Eurovision. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas simplement le gouvernement en tant que tel, et on va parler des deux extrémistes, Smotrich et Ben-Gvir. Ça touche aussi maintenant la société. Donc là, c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, parce que pour les Israéliens, alors évidemment pour les Palestiniens, c'est une catastrophe nationale, etc. On a décrit tout ce qui se passe, les massacres, etc., la famine. Mais pour les Israéliens, en termes de projection d'avenir, si ça n'arrête pas assez vite, les semaines, les mois qui viennent, pendant 10, 20 ans, ils vont être presque un État voyou. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est-à-dire que pour Netanyahou, si ça ne s'arrête pas en termes de projection, si ça s'arrête, il part en prison. Sûr, en tout cas, il va. C'est pour ça, la reprise de ses procès. Sauf que là, il a le pays entre ses mains, y compris des Juifs ou des Israéliens qui ne sont pas de son bord, les communautés internationales, etc. Donc là, on est sur une évolution, qui est très, dangereuse, parce qu'effectivement, si on n'a pas une solution qui se règle dans les semaines, les mois à venir, on va pas.
et bien après, ça va peser à la fois sur la région, mais au-delà. Et donc, on va avoir effectivement une situation très délicate, dangereuse, avec de la violence, hein, peut-être du retour du terrorisme. Faut pas non plus l'exclure. Donc, voilà, on est dans une situation où on est un peu au bord du gouffre. Et c'est pour ça, encore une fois, on revient un peu au début, d'où Macron qui dit il faut absolument reconnaître maintenant, parce que sinon, si on fait pas quelque chose, si on marque pas le coup, c'est fini. Donc, et là, on valide finalement les thèses israéliennes. Donc là, il faut absolument imaginer autre chose. Les plans existent. Hein. Alors, il y a le plan arabe du printemps, hein. Il y a ce plan Trump. Enfin, on voit à peu près. Hein, et c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut un cessez-le-feu. Évidemment, les otages libérés. Hein, le Hamas était prêt à libérer, mais évidemment, au moment de les libérer, en tout cas de discuter de futures libérations, ils sont bombardés à Doha. Après, évidemment, il y a qui va gouverner Gaza. Alors, il y a ce projet, effectivement, de réintégrer l'autorité palestinienne avec notamment des policiers, des Mahmoud Abbas, qui s'exprimait tout à l'heure à la tribune, pas les tribunes, dans une vidéo devant les Nations Unies. Qui serait formé en Égypte, en Jordanie. L'idée, c'est et finalement de remettre une forme d'autorité, peut-être avec un soutien international, etc. Enfin, il y a des façons de faire. Et puis de l'argent. Et l'argent, on le trouve où ? En Arabie Saoudite, au Qatar, dans le Golfe. Donc là, c'est pas un problème d'argent. Hein. Les Arabes avaient dit que ça coûterait 53 milliards. Ça, on le trouve, hein. C'est pas un problème. Le problème, c'est évidemment, d'arrêter ce cycle. Et là, on est dans une espèce d'aspirateur qui tire vers le bas. C'est mortifère. Et c'est vrai que malheureusement, on a un gouvernement israélien. Alors, on a parlé, il veut pas de négociation, il veut annexer, mais il veut pas l'autorité palestinienne. Donc il veut qui il veut faire un parking, hein, et construire des hôtels à Gaza. Donc là, il y a un vrai problème donc il y a un moment donné, il va falloir changer le logiciel. Et il n'y a que Trump qui peut à un moment dire bon, ça suffit, il y a un moment de temps, on ne va pas continuer comme ça, il va falloir trouver un chemin. Alors parce que sinon après, c'est la voie royale vers des massacres, de futures guerres, etc. Et donc, on n'en sortira jamais sinon. Sauf qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump lors de son premier mandat, était, on va dire, l'un des plus pro-israéliens présidents des États-Unis, les plus pro-israéliens, en déménageant l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, en reconnaissant le Golan occupé illégalement par Israël comme un territoire israélien, et en refusant de déclarer la colonisation israélienne en Cisjordanie comme étant illégale. Et aujourd'hui, on sait, alors autant Trump n'est peut-être pas un idéologue, mais il y a au sein de son administration des chrétiens y compris de la mouvance évangélique, qui sont plus sionistes parfois que les Israéliens, et qui sont farouchement opposés à ce titre à un État palestinien, avec une vision, en fait, cataclysmique de l'Armageddon. Ce que je veux dire par là, c'est que on va être fixé au cours des prochains jours de voir s'il y a véritablement une volonté de Donald Trump d'accepter la solution que lui tendent Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman. D'ailleurs, c'est le pari français. Alors, en France, alors si officiellement Donald Trump condamne cette initiative, il y a une volonté de pouvoir, au bout d'un moment, embarquer les Américains avec eux et de faire une sorte de mélange du plan de la Riviera avec la population, avec l'initiative franco-saoudienne, sans avoir d'expulsion de population palestinienne et en ayant une gouvernance palestinienne avec l'aide d'une mission armée de stabilisation palestino-arabo-occidentale. Maintenant, il ne faut pas oublier autre chose. Je pense que la situation en Cisjordanie, quand on se rend sur place, quand on part avec les Palestiniens et qu'on leur parle de la solution à 2 États, ça les fait rire. Parce que ce qu'ils vivent depuis maintenant les accords d'Oslo, quelle que soit la responsabilité partagée de leur échec, c'est le fait d'être sous occupation militaire, dans un territoire censé être leur futur État, mais qui aujourd'hui, où vivent aujourd'hui 500 000 colons israéliens, qui n'ont pas les mêmes droits qu'eux, qui ont beaucoup plus de droits qu'eux. Eux sont soumis à la loi militaire
israélienne, les colons de Cisjordanie, 500 000, plus 200 000 à Jérusalem-Est, à la loi civile israélienne. Ça a été quelque chose qui a été statué par la Cour internationale de justice dans une ordonnance consultative de 2024 comme étant une situation de ségrégation raciale et donc d'apartheid. Et quand aujourd'hui on leur parle à ces Palestiniens de l'autorité palestinienne, la Sulta, comme on dit en arabe, eh ben, ils les considèrent comme des traîtres. Pourquoi ? Parce que elle est minée par la corruption, mais surtout parce que depuis la signature des accords d'Oslo en 1993, cette autorité palestinienne décrite comme le diable par Benjamin Netanyahou, qui estime qu'il ne s'agit pas d'un partenaire fiable, on a quand même cette autorité qui collabore au niveau sécuritaire, la police palestinienne qui collabore au quotidien avec l'armée israélienne, non pas contre les colons israéliens, contre les militants palestiniens, y compris islamistes, à savoir Hamas et Djihad islamique, qui possèdent des cellules en Cisjordanie. Donc, effectivement, quand on parle beaucoup avec les jeunes, la jeunesse de cette nouvelle génération, aujourd'hui, quand on leur parle de solution à deux États, eux, ils nous parlent davantage d'un objectif qui est d'avoir les mêmes droits que les Israéliens dans cet État de facto binational de la mer jusqu'au Jourdain qui s'appelle l'État d'Israël. Oui, alors ce qui pose un problème, parce que l'État juif a été créé justement pour créer un refuge, un sanctuaire pour les juifs, qui est d'Europe partout. Donc là, évidemment, ça pose un problème parce que on va avoir un truc, une espèce d'État binational qui dit pas son nom, avec une forme d'apartheid, avec quand même plusieurs millions de personnes. C'est pas simplement une minorité. Vous avez aussi 20% d'Arabes en Israël, enfin des Israéliens. Donc ça fait... Ça complexifie le problème. Le plus simple serait évidemment de créer cet État avec des droits, etc. Là, on arrive dans une impasse et on voit pas le bout. Et on le voit de moins en moins. C'est-à-dire qu'à Oslo, on voyait un tunnel, en tout cas une lumière, quelque chose. On sentait qu'il y avait une progression avec une feuille de route. Là, la feuille de route, évidemment, c'est des massacres, c'est effectivement de l'occupation, de l'annexion, et donc ça veut dire plus de violence et un morcellement du territoire palestinien, mais les gens sont toujours là. C'est-à-dire que, voilà, d'où la crainte de la Jordanie et de l'Égypte que, effectivement, les Israéliens poussent un peu dehors les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Et là, alors pour le coup, ça remettrait non plus les accords d'Abraham, mais les accords de Camp David, les accords de la Rabat avec la Jordanie. Donc là, on est sur un moment clé. Et on va voir évidemment ces réunions Netanyahou demain à la tribune des Nations Unies, lundi avec Trump et après MBS en novembre, le Saoudien à la Maison Blanche, si effectivement on arrive à trouver un chemin et si Trump arrive en tout cas à tenir un peu reine courte Netanyahou, parce que sinon, s'il lâche, après il n'y a plus de solution possible et on arrive sur effectivement une fuite en avant, une espèce d'engrenage fatal, une espèce de toboggan, et là pour récupérer après ça veut dire beaucoup de morts, et encore une fois peut-être le retour du terrorisme, et puis là on voit bien, là le Israël maintenant, Netanyahou l'a dit, on a cette guerre, plus maintenant Doha, ils bombardent Doha, etc. Donc on est sur un volcan incandescent, et là toute la question c'est est-ce qu'on va pouvoir calmer un petit peu, au moins provisoirement, et trouver une solution qu'on connaît à peu près. Je veux dire, c'est pas très compliqué, mais il faut évidemment libération des otages, cessez le feu, ça c'est le point de départ. Ouais, mais ce qui est dingue en fait aujourd'hui avec Israël, c'est que paradoxalement, avec toutes les guerres qu'il a lancées en réaction au massacre du 7 octobre, Israël n'a jamais été autant en position de force dans la région. Et par exemple, parlons de la crise iranienne, Israël a quand même réussi à infliger une déroute militaire sans précédent, même si il y a eu un grand nombre de victimes civiles, moins 500 en Iran. Israël a quand même réussi de façon très précise à décapiter l'ensemble du commandement des gardiens de la révolution, les véritables maîtres de Téhéran. Israël a quand même aujourd'hui l'un de ses anciens pires ennemis, Bachar el-Assad, qui a été renversé. D'ailleurs, c'est une conséquence directe de la guerre qu'Israël victorieuse qu'il a menée contre le Hezbollah, qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était, ne représente plus une menace pour Israël. Preuve en est, lorsqu'Israël a frappé les sites nucléaires iraniens, il n'y a eu aucune réponse, aucune intervention du Hezbollah, qui était auparavant l'avant-garde de l'Iran aux frontières nord d'Israël. Au Yémen, effectivement, il y a toujours ces frappes des Houthis
qui sont de missiles, certains livrés par l'Iran, qui sont majoritairement interceptés par le dôme de fer et le système Arrow antimissile israélien. En fait, ça me rappelle ce que disait Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France. Israël multiplie ces derniers mois les victoires tactiques, mais est dans l'incapacité totale de les transformer en victoires stratégiques. Aujourd'hui, on a par exemple en Syrie, alors il y a eu récemment un accord de sécurité annoncé par, je crois, Donald Trump, mais on a un président dont on connaît le passé, syrien, Ahmad al-Shara, ancien Mohamed Abou al-Joulani, djihadiste du front al-Nosra, mais qui est aujourd'hui dans un tel état de faiblesse qu'il serait en mesure, alors peut-être pas tout de suite, mais d'accepter in fine de rejoindre les accords d'Abraham. Et pourtant, Israël continue à frapper au nom de la protection des Druzes, qui appelle à ces frappes, en tout cas pour la communauté druze en Israël, mais Israël pourrait normaliser in fine avec la Syrie. Non, il préfère l'option militaire, continuer à frapper ce qu'il estime comme étant des cibles dangereuses qui menacent sa sécurité, mais en faisant ça, il nourrit le ressentiment de la population et déstabilise le pays voisin. Au Liban, c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, Israël a quand même réussi par sa guerre contre le Hezbollah a considérablement fragilisé le mouvement islamiste chiite, qui, au niveau militaire, n'est plus que l'ombre de ce qu'il était, comme je l'ai dit, et qui, de fait, vu son affaiblissement militaire, a lâché du lest et a accepté la nomination, ou plutôt la désignation par le Parlement libanais, d'un président, Joseph Aoun, qui est beaucoup plus saoudo-français que ne l'était l'ancien président qui était soutenu, Michel Aoun, par le Hezbollah et par l'Iran. Donc Israël sait gagner des guerres, Israël sait infliger des déroutes militaires, mais il est impensable, incompréhensible que Israël poursuive dans ce qui est présenté par sa propre armée, en tout cas ses propres généraux ou anciens généraux, comme une victoire qui n'est plus nécessaire de pousser à bout, sauf que Gaza, c'est différent. Gaza, il y a deux éléments qui changent la donne par rapport à toutes les guerres, les six autres qu'on a citées. Gaza, Benyamin Netanyahou, il joue sa survie politique, donc il a intérêt à la poursuite de la guerre. Et par ailleurs, on a aujourd'hui au sein de sa coalition gouvernementale plusieurs ministres extrêmement influents dont le retrait de la coalition pourrait provoquer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, le renversement et l'effondrement du gouvernement. On a la chute de Netanyahou et son envoi en prison, en gros. La reprise des procès et probablement son procès pour corruption et son envoi en prison. Donc Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich qui, chaque jour, affirment que le but final, proche, est la réoccupation militaire et in fine civile de Gaza. Et une dernière chose, parce que je parle beaucoup, il y a aujourd'hui, pour revenir à la Cisjordanie, le 7 octobre en fait a confirmé l'instinct des colons israéliens qui ont déclaré et qui déclarent aujourd'hui que c'était une grave erreur que de quitter de façon unilatérale, de démanteler les colonies en 2005 et qu'aujourd'hui ils prennent leur revanche. On a, comme je le disais, 500 000 colons en Cisjordanie. Il faut être honnête, ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Et dans les faits, alors les Israéliens les plus optimistes disent qu'il est toujours possible de recoller des colonies à Jérusalem. Mais dans les faits, aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique, y compris au sein de l'opposition, qui d'ailleurs appelle la Cisjordanie. C'est pour eux la Judée-Samarie. Et ça va de Bezalel Smotrich jusqu'à, on va dire, au centriste Yair Lapid, Benny Gantz et même le président autrefois de gauche Herzog, qui a déclaré lui-même que les colonies ne seraient pas démantelées. On n'a qu'une seule personne, et c'est intéressant de savoir qui a compris que la seule solution, c'est la séparation entre Israéliens et Palestiniens. C'est l'ancien général Yair Golan, qui a été un des héros du 7 octobre parce qu'il a lui-même combattu les combattants du Hamas de ses propres mains pour sauver
des kibboutz des kibbutzim qui étaient attaqués par le Hamas, lui qui a fondé ce nouveau parti de gauche, les démocrates, sur les cendres du parti travailliste, qui déclare justement qu'il faut une séparation. Le problème, c'est que il est loin de représenter une majorité en Israël, il est même extrêmement minoritaire. Gentleman dans le chat demande est-ce qu'il est possible d'imaginer la libre circulation des personnes entre Israël et Palestine comme ce qui se fait en Irlande, Christian Chesneau? Non, parce que, enfin en tout cas pas maintenant. Pas en ce moment. Hein. Non, mais surtout il y a le fameux mur. Vous savez, un mur de séparation qui a été construit par Ariel Sharon, et donc qui est une espèce de mur des centaines de kilomètres. Hein. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est au moins 400 ou 500 kilomètres, avec évidemment qui grignote du territoire palestinien. Donc vous avez des points de passage, et donc la libre circulation, elle est de moins en moins possible. Donc c'est pour ça qu'on est sur une situation. Effectivement, on a parlé d'apartheid. De prison à ciel ouvert, et donc on voit pas comment ça pourrait bien se terminer, parce que encore une fois, le projet Netanyahou, c'est presque une guerre perpétuelle. Il a parlé on est la Sparte du Moyen-Orient, mais Sparte, ça se termine mal, et donc voilà, la guerre permanente, les bombardements permanents. À un moment donné, il faut du politique. Effectivement, les militaires ont leur mot à dire, effectivement, mais au bout d'un moment, quel est l'effet recherché? Est-ce que c'est pour vivre en sécurité? Est-ce que c'est pour s'intégrer? Là, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, alors qu'il y a quand même une carotte. Encore une fois, on revient au début, la carotte saoudienne, de dire on ouvre, tout le pays, le royaume, aux entreprises saoudiennes, israéliennes, et qu'il y ait des coopérations. Voilà, là, c'est l'intégration. On l'avait vu un petit peu au début des accords d'Oslo. Les premières années 93, 94, 95, 96, il y a eu 3-4 ans où, effectivement, alors, moi, je me souviens, j'étais basé à Amman, en Jordanie, à l'époque, et même après, même au début de l'intifada, où j'étais sur des marchés en Cisjordanie, et le samedi, vous voyez des Israéliens qui venaient faire leurs courses en Cisjordanie, parce que c'était moins cher, ils achetaient des fruits et légumes. Donc, il y a des possibilités, parce qu'effectivement, il faut redire, c'est un micro-territoire de poche. C'est un ou deux départements français, c'est tout petit. Donc, effectivement, une séparation nette, brutale. On n'est pas entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ou entre le mur de Berlin, etc. Donc il y a des possibilités. Il y avait beaucoup de Palestiniens qui travaillaient en Israël. Israël a besoin de manœuvres. Donc tout serait fait pour que ces deux peuples cohabitent et travaillent ensemble, échangent. Et là, tout est fait pour justement séparer, les antagoniser, créer de la frustration, créer de la violence, créer du terrorisme. Et donc, on est malheureusement sur une très mauvaise pente. Et évidemment, la solution, c'est évidemment l'État. On va plutôt sur une espèce d'État binational apartheid, avec une composante apartheid. Et là, forcément, on ne construit pas l'avenir. L'avenir, évidemment, c'est pouvoir échanger, se déplacer. Et évidemment, et encore, je ne parle même pas de Gaza, où là, évidemment, c'est une prison à ciel ouvert, où il y a la mer et le désert autour. Donc, voilà, c'est ça la situation. Et malheureusement, on est à un moment clé. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y aura malgré tout un infléchissement vers un retour à la raison? Parce qu'en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, beaucoup de militaires, d'anciens du Mossad, israéliens, critiquent, parce qu'ils voient bien que ça mène à rien. Ça mène à rien. C'est-à-dire que, encore une fois, quand vous avez gagné sur le champ de bataille, après, on négocie la paix, on fait des transactions. On est dans le transactionnel. Là, on est dans simplement, en gros, pour résumer, une paix capitulation. Et ça, forcément, ça marche pas. C'est pas bon. 18h58, passé de 42 secondes. Chers amis, c'est quasiment l'heure de nous quitter. C'est avant tout l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite. Armin Arefi. Écoutez, moi, ce que je pourrais dire, pour rebondir sur ce que vient de dire Christian, c'est qu'effectivement, par le passé, les Israéliens pouvaient librement se rendre en Cisjordanie, comme d'ailleurs, je crois, les Palestiniens pouvaient se rendre en Israël. C'était le cas avant même l'éclatement de la première intifada. Le problème, c'est que cette libre circulation n'a pas réglé l'absence de solution politique et la question fondamentale de liberté et de dignité qui est souvent souligné par les Palestiniens avec lesquels je parle. Et avant même le 7 octobre, on a retrouvé, il y avait quand même de Gaza, je crois, 20 000 Gazaouis chaque jour qui se rendaient en Israël, qui revenaient, d'ailleurs, qui ont été coincés après le 7 octobre. Donc il y avait cette volonté palestinienne de continuer justement à échanger, à travailler en Israël. Le plan de Trump lors de son premier mandat, il a son fameux deal du siècle
pourquoi est-ce qu'il a abouti à un échec? Parce qu'il ne prévoyait qu'un embellissement économique de la situation de la région, y compris dans les territoires palestiniens, et pas de solution politique. Or, sans politique, sans dignité, sans même droit, on va dire le conflit mène à l'impasse. Et malheureusement, aujourd'hui, et je vais terminer sur une note très, très malheureusement négative, aujourd'hui, ces deux peuples, après les traumatismes que les Israéliens ont connus le 7 octobre et que les Gazaouis connaissent tous les jours, aujourd'hui, chaque jour, ils connaissent des traumatismes inimaginables pour le commun des mortels. Ils ne pourront jamais, plus jamais vivre ensemble, si ce n'est séparés. Or, comme l'a dit Christian, aujourd'hui, la seule perspective que l'on voit, c'est un État binational avec des droits différents. Et ça va forcément mal se passer. Merci Armin Arifi. Christian Chesneau, le mot de la fin, le mot de la suite brièvement. Il est temps d'arrêter la guerre pour l'intérêt des deux peuples, parce que sinon, effectivement, on va sur une catastrophe et qui non seulement concerne la Cisjordanie, la Palestine et Israël, mais aussi toute la région, et aussi, incidemment, nous aussi en Occident. Il est temps d'arrêter la guerre, 19h01. Merci à tous les deux, c'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi, chers amis. Merci à nos invités, merci à vous dans le chat, merci pour vos questions, merci aussi pour vos humeurs, tantôt vagabondes, tantôt outrées, tantôt taquines, bienveillantes toujours. C'est un plaisir de vous lire, continuez à nous faire confiance. Merci derrière la vitre à Cyril, François et Floriane à la réal. Merci à Chérif au cadre, merci à Sylvain au son, merci à Stéphanie Berlu au visuel. Si vous avez raté le stream, parce que peut-être que vous l'avez raté, vous êtes arrivé en cours de route, que vous voulez le réécouter, il est disponible en replay là dans quelques secondes, dans un instant sur Twitch. Vous pouvez aussi le retrouver en vidéo sur YouTube et sur franceinfo.fr, ainsi que sur la page podcast de l'émission. C'est long, sur la plateforme de Radio France. C'est long, pourtant je répète toujours le même truc. Si vous avez des questions à me poser, des super idées à suggérer, rendez-vous sur la page Discord. Enfin, sur Discord ce soir, j'essaierai d'y faire un tour. Jérémy Alamodé va peut-être mettre le lien. Merci d'ailleurs à Jérém qui vous modère, qui a la tâche délicate d'animer vos débats et de vous garantir un espace de discussion tonique et bienveillant. Nous, on se retrouve jeudi prochain, de 17h à 19h exactement au même endroit. Pas vraiment de bonne heure, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.